Salut la team replay, bienvenue à vous pour ce petit stream du vendredi que vous regardez ce week-end. Aujourd'hui, on a parlé de choses qui n'énervent pas du tout. Voilà. Un militaire qui apparaît sur l'arrestation d'un dirigeant sud-américain. Voilà. Des techno-fascistes milliardaires qui postent un petit manifesto sur ce que devrait être la société. Tout va bien. Une influenceuse qui n'existe pas et du coup elle excite l'extrême droite. Oh, tout va bien, tout va bien. Vive l'IA. En gros, vive l'IA. Mais promis, on a aussi parlé de choses plus sympas comme 6 jeunes Européens qui sont enfermés pendant 100 jours ensemble pour voir si ça va péter un câble. C'est pour la science, bien sûr. Et on aura parlé un peu de jeux vidéo parce qu'il fallait aussi parler de choses positives. Mais promis, on s'est énervé, mais on a beaucoup rigolé sur ce stream. Bon visionnage. Premier point, c'est le petit point promo quand même, parce que c'est un petit peu important, hein. Je vous rappelle que au Frames Festival, j'avais participé à 2 émissions. La première, c'était Jour de Play. Voilà, c'était très, très drôle puisque nous avions, investi le théâtre du Chêne Noir et on en a profité pour faire des chroniques un peu spéciales. Voilà, Olbus a fait sa chronique en live. Moi, j'ai fait une pièce de théâtre de type un petit peu vaudeville. Évidemment, Médoc a fait du Médoc et notre ami Jotabé a invité des musiciens pour parler du petit lien entre Zelda et de la musique brésilienne. C'était absolument incroyable. On a vachement bien rigolé. Voilà, là, c'était la pièce de théâtre avec Bagheera qui joue le rôle de Subnautica, Médoc qui joue le rôle de Crafton. C'était drôle. C'était très drôle. Voilà. Donc, je vous mets le petit lien dans le chat. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. Bonjour Kirua. Bonjour Lorem Ipsoumed. Bonjour Gueule de Clave. Ça, c'est le lien pour le replay de jour de play, tout simplement. Deuxième replay, évidemment, pour faire la petite auto-promo, c'était Game of Roll, bien sûr, puisque nous avons deux replays de Game of Roll. Le premier, il est, hop, il est là. Je vais vous le mettre tout à la fin. Elle est où ma playlist? Voilà, en direct du Friends Festival. Poum, poum, poum. C'est un replay qui est croustillant, j'ai envie de dire, puisque on était encore une fois en live. On était bonjour Ed Morban. On était encore une fois en live, très bien, au conclave du Palais des Papes. Nous avions 2 invités. Ici, notre, un de donateurs les plus généreux qui a payé pour être, dans une quête spéciale pour lui, donc il a participé aujourd'hui. Nous avions également, évidemment, Clément Viktorovitch, qui était là. Mais ce qui était, extrêmement drôle, je vais agrandir ma fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qui est extrêmement drôle, c'était, que la quête, je vous spoile pas à 100 ce qui s'est passé dans cette quête, c'est pour ça qu'on ne le dit pas dans le titre, mais c'est un épisode qui est très méta, vous pouvez le regarder quasiment comme un one shot et ce qui était encore plus croustillant, c'est que à la fin, nous avons eu une surprise dans la surprise que je vous épargnerai, si vous voulez vraiment ne que je vous spoile pas, mais disons que ça nous a permis, de parodier, on va dire, une certaine émission, une certaine chaîne de télé qui est censé faire de l'info 24 heures sur 24 et donc sans nous prévenir, Fibre nous a projeté donc dans cette parodie d'émission, voilà et on s'en est donné à cœur joie et du coup, c'est très drôle parce que nous avons beaucoup de j'ai envie de dire de commentaires très positifs et quelques commentaires un peu ouin-ouin, voilà, de dire: «Mais, pourquoi vous vous moquez quand même de la moitié des électeurs de France, je préférais quand vous faisiez pas de politique» ou que «Je préfère quand vous faisiez un peu mais bon, pas trop» ou voilà quoi. Je préfère quand, votre critique d'un certain courant, politique est un peu subtil, mais là franchement c'est un peu fatigant. Je vous avoue que je déguste un peu ces commentaires du sel, mais ils étaient présents et donc voilà, donc c'est à regarder si en plus vous êtes intéressé au drama, CNC qui a eu lieu ces dernières semaines. Malheureusement, je vous rappelle que le CNC, avait retiré Ultia de son jury du moment suite aux propos d'Ultia sur les contenus d'extrême droite et que, la polémique ne désenflant pas sous la pression des médias et des personnalités d'extrême droite, le CNC a annulé littéralement toute son aide pour l'instant à la création sur internet. Voilà, ils ont juste dit: «On abandonne». Ils ont capitulé face à la pression de l'extrême droite et ça a été l'annonce du premier jour du Frames. Donc, autant vous dire que l'ambiance du Frame était un peu spéciale. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu un appel collectif de plusieurs créatrices de contenu que j'ai relayé sur, les dangers que le CNC, j'ai envie de dire, se couche aussi facilement sous la pression et voilà. Est-ce que c'est pour ça que la fin de Game of Thrones
était extrêmement méta et très politique. Même pas, puisque Fibre Tigre a écrit, cet épisode bien avant les épisodes, du CNC, la saga du CNC, le drama du CNC et cetera, d'Ultia et de l'extrême droite. Mais voilà, si vous voulez vous régaler, des commentaires un peu plus salés que d'habitude sur la chaîne de Mister MV, voilà, c'était assez drôle. Bonjour Cookzy, bonjour Glabou, voilà, bonjour tout le monde. Donc épisode que je vous conseille fortement, mais mais il y a plein de gens qui étaient morts de rire et quelques personnes vraiment qui étaient en mode: «Oh là là, je suis quand même un peu déçu». Écoutez, ça fait partie des choses, mais c'est vrai que, je sais pas si, du coup, le Frames était au courant de ce qu'on allait faire dans cet épisode. Enfin, le Frames n'était évidemment pas au courant parce qu'il nous laisse totale liberté, mais je pense pas que le CNC était prêt à ça et que nous, on était prêts à ce que le CNC a fait. Bref, allez voir ces 2 replays. Jour de play, voilà, en direct enfin direct, qui a été, streamé depuis le Théâtre du Chêne Noir et Game of Thrones qui a été streamé depuis, le conclave du Palais des Papes, le tout à Avignon. Voilà. Qui dans le chat, il y avait des gens qui étaient surpris de voir de la politique sur la chaîne de MV. Moi, en fait, je sais pas pourquoi des gens sont encore en mode, heu, des gens sont encore en mode, «MV, tu devrais être un peu apolitique, ça me déçoit un peu de ta part». Je sais pas si MV, je pense que c'est quand même une des personnalités du stream game les plus claires sur ses valeurs. Je ne sais pas comment des gens encore apolitiques peuvent être encore un peu déçus de cet agenda politique. Je ne sais pas, c'est assez drôle, c'est assez drôle. Merci beaucoup Mikchi pour ton 8e mois d'abonnement sur Prime. Let's go, on va ajouter des pompes. Je vais en faire aujourd'hui, hein. J'étais très fier de moi hier, on en a fait pas mal, je vous ai rattrapé. Mais let's go. Tac, 485 pompes de retard. Bonjour Galadrizouz. J'ai Pif qui dit en vrai, les mecs qui ont sorti ça, ils ont pas suivi les autres streams. Bah, en fait, je vous montre pas tous les commentaires, mais c'est drôle. En fait, il y a des gens pour qui tout devrait être apolitique. Donc, je pense qu'ils ont jamais regardé Game of Thrones ou les streams de MV ou les streams de Lydia ou de Daz ou de Fibre ou de moi ou de Jotabé. Donc, je pense qu'ils n'ont jamais regardé. Voilà. Encore une fois, je pense que dire que des choses devraient rester apolitiques, vraiment, c'est. Voilà. Comme le dit Adamant dans le chat aujourd'hui, être apolitique, ce n'est pas être neutre, j'ai envie de dire. Mais c'était assez drôle. Donc, je suis pas là pour vous dire allez down voter ou aller troller les commentaires négatifs, euh, mais je les trouve assez parlant. Bref, voilà. Euh, Encore une fois, l'idée c'est de ne pas donner trop de poids à une grande minorité de réactions, parce que la plupart des réactions ont été très positives, et spécifiquement sur cet épisode, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé, et dans la salle, tout le monde était mort de rire, nous on était mort de rire, donc encore une fois, c'est l'important. Mais c'est vrai que c'est toujours assez savoureux de voir des personnes pour qui la politique est un truc qui est extrêmement en vase clos, compte tenu du reste de l'existence, quoi. C'est assez drôle, assez drôle. Bonjour Mister Bose. Voilà. Et en bonus, on a aussi fait un autre épisode de Game of Thrones. Un autre épisode de Game of Thrones, mais qui n'est pas Game of Thrones, puisque c'était Elder Quest. Donc Elder Quest, je vous rappelle que c'était le lancement de cette offre. Je vous en reparle un peu parce que je trouve que l'offre est vraiment sympa. Pressa était là aussi pour remplacer Lydia. Ça fait 2 fois avec Pressa qu'on se voit en peu de temps. Elle est vraiment très très cool. Parce que Lydia a disparu pendant quelques jours. Voilà, elle est revenue, mais bon, que lui est-il arrivé, on ne sait pas. Et donc je vous rappelle que leur quest, c'est un kit tout fait, tout en main pour jouer à plusieurs univers avec les mêmes règles, unifiées, simplifiées. Et voilà, et le crowdfunding s'est lancé, il a très très bien démarré. Et je vous mets le lien vers hop, le petit replay de cet épisode. Voilà. J'étais tout fier de mes cheveux fraîchement coupés. Voilà pour le petit instant auto-promo. Mais c'est vrai que j'en parle pas assez moi-même de ce qu'on fait en plus. Et voilà. J'aurais aussi voulu vous montrer le concert qu'on a fait mardi avec ma chorale, mais il n'y avait pas de captation propre. J'ai fait qu'une captation avec le téléphone portable et franchement, c'était dégueulasse. Donc voilà. Bref. Bonjour Weldel. Maintenant, on va commencer notre revue de presse et nos petits reacts. On va parler de jeux vidéo et de tech aujourd'hui avec des news bien fraîches. Je voulais commencer avec de la tech. Voilà.
Enfin de la tech, non pas la tech, avec de la science pure et dure. On va rester un peu dans l'espace avec, ici une expérience européenne d'isolation de l'isolement, voilà, puisque nous avons 6 jeunes âgés de 26 à 32 ans qui vont s'isoler pendant 100 jours. Alors évidemment, c'est pas la première fois que ça a été fait, c'est évidemment pas une télé-réalité, c'est toujours un truc qui m'a un peu fasciné, je vous avoue. L'idée ici, c'est qu'évidemment, maintenant que l'humanité est en train d'envisager de préparer des voyages beaucoup plus longs, puisqu'il faudra notamment plusieurs mois pour se rendre sur Mars, s'il y a des colonies sur la Lune et sur Mars, comment gère-t-on, l'isolement? Et aussi, vous allez voir des détails aussi plus intéressants comme la communication, externe. Nous avons ici, eh bien, des personnes qui vont s'isoler, avec un emploi du temps qui est très, très précis puisque elles vont aussi simuler des tâches que devront faire des astronautes ou je sais pas, des colons de l'espace, tous les jours. Donc ils vont s'astreindre à quelque chose là-dessus et évidemment dans des conditions assez réalistes. Il y a eu un casting, il y a eu des tests psychologiques, médicaux et tout pour, eh bien, envoyer ces 6 personnes, dont un Français si je ne m'abuse. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ces personnes qui vont aller dans le Envy Hub à Cologne, en Allemagne, eh bien, elles vont aussi devoir communiquer dans des conditions réalistes avec la Terre. Voilà. Donc notamment, eh bien, selon, les différents moments, puisque l'éloignement des planètes va beaucoup jouer, vous aurez des communications qui prendront, jusqu'à 20-25 minutes entre un moment où vous posez une question à un opérateur ou une opératrice sur la Terre, à un moment la réponse vous revient, ce qui évidemment change beaucoup, beaucoup la manière de communiquer. Si à un moment vous ne pouvez communiquer qu'avec 5 autres personnes et le reste du temps, bah, ça prend, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Bonjour Apollo, bonjour Cagliard, bonjour Lozarufus. Bonjour, bien de faire 3 hommes, 3 femmes, car la dernière fois, ce genre de choses est parti en vrille avec la non-égalité et mixité des beignets FR. Il y avait eu des gens qui s'étaient mis effectivement en isolation, mais c'était plutôt sous terre, je crois, dans un bunker souterrain, qui a testé ça pendant assez longtemps. Là, ça va être très très intéressant, puisque ils le disent en fait, le problème de. Même là, ça ressemble un peu à un UCPA du futur, on va pas se mentir. Le problème de ce genre d'émission, c'est que on a des personnes qui vont être soumises à des changements de vie, de routine, des changements physiques aussi, avec notamment tout ce qui est microgravité sur le muscle et le squelette, et qui vont être soumises à des périodes de stress, qui vont être déstabilisées sur leur communication, qui vont vivre en huis clos avec des gens qu'ils respectent peut-être, mais qui n'aiment peut-être pas. Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est il ne faut pas sous-estimer eh bien, une faille, une brèche au niveau humain dans une mission. Et en fait, si on se retrouve avec des gens qui se bouffent la tronche parce qu'ils pètent des câbles et qui ne sont pas préparés en fait à vivre dans des conditions assez extrêmes et assez déroutantes, eh bien, ça peut être l'échec d'une mission parce que bah, les premières personnes qui vont partir seront en très très petit comité. Donc, je pense qu'on imagine tous un peu les enjeux et les challenges, mais c'est assez, je trouve toujours ça un peu excitant et rigolo à imaginer, eh bien, sur comment ça va se passer. Les conflits internes, ça peut dégénérer. Oui, bah, vous voyez, moi qui suis en train de visiter en ce moment beaucoup d'appartements, pour bouger avec ma petite famille, bah, je me suis rendu compte que la question de: «Est-ce que vous entendez bien avec le voisinage, avec le syndicat, avec les copros?» Bah, on s'est rendu compte que c'était une question qui était, essentielle puisque, là, il y a un appartement qu'on était très, très chaud et bien de se lancer sur cet appartement. On était vraiment très, très chaud avec ma meuf et on s'est rendu compte en cours de chemin que, la petite terrasse de 20 mètres carrés de l'appartement avait été en fait, fabriquée sans l'autorisation du reste de la copro et que, et bah, la copro était contre et que là, il y a eu une AG la semaine dernière, ils ont dit: «En fait, ça dégage, vous démontez tout» et nous, en fait, l'appartement, dans l'annonce et dans la description et dans la visite, était vendu comme étant avec une terrasse de 20 mètres carrés et voilà et en fait, la copro, c'est la guerre et moi, je me suis dit: «Même si on a gardé la terrasse, arriver dans un endroit où la personne au-dessus de toi, elle te déteste, bon, je vous avoue, ça me stresse, voilà. J'ai pas envie de finir chez Julien Courbet. Même pour d'autres raisons, j'ai pas envie de finir chez Julien Courbet, quoi. Alors désolé Benny, ton message a été automode. Je vais le retirer l'automode parce que je pense que attendez, je sais pas pourquoi c'est automode direct. J'aurais voulu avoir le choix de publier ton message parce qu'il y avait pas de problème. Je vais même pas l'afficher, désolé. Je vais le lire, le message de Bénifer33. En 1999, Judith Lapierre, une chercheuse canadienne, a subi une agression sexuelle lors d'une simulation de mission vers Mars à bord d'une réplique de la station spatiale Mir, où elle était la seule femme de l'équipage. Et évidemment, on s'est dit, est-ce que du coup, si cette personne s'est fait agresser, bah, la solution serait qu'il n'y ait que des hommes? Je rigole parce que mieux vaut rire qu'en pleurer.
Sadrunner qui dit: «Bonjour, regardez l'anime Space Brothers, ça parle de tout ça». Très, très bien. Très, très bien. Kader, c'est un achat ou une location? C'est plutôt un achat. Bonjour Mamboudia, bienvenue à toi. T'as pas l'option de l'afficher dans la console modo? Je sais pas. J'ai pif d'ailleurs, pourquoi t'es toujours pas modo de cette chaîne? J'aurais dû te faire de toi un modo, non? Allez, je te donne les droits de modération, j'ai pif, je sais même pas pourquoi. Je t'ai pas donné de droit de modération il y a longtemps. Hmm. Je vous rappelle que on avait eu des discours aussi un peu dingues dans le milieu de l'e-sport à l'époque. On va parler un peu d'e-sport aujourd'hui, spoiler, avec des boss d'écuries d'e-sport. Je ne me rappelle plus à quelle conférence qui expliquait pourquoi il n'y avait pas d'équipe mixte, d'équipe féminine, mais encore moins d'équipe mixte. Et ils disaient bah, le problème, c'est les femmes. C'est que du coup, si on a une femme dans l'équipe, et ben en fait, ça va créer des tensions avec les autres joueurs et des jalousies. Donc en fait, on préfère pas avoir de femmes. Ouh. Allez, on va expirer bien fort, hein. Je vous rappelle, les meufs, vous cassez les couilles, hein, parce que vous êtes des meufs et que tous les matins, vous recommencez. On vous demande d'arrêter, tous les matins, vous êtes là, vous êtes encore des femmes. C'est chiant. Vraiment, c'est la récidive. Vous cherchez, vous cherchez. Voilà. Bah oui, si à un moment, les mecs, ils peuvent pas se tenir, bah, c'est à cause des meufs. Donc du coup, on préfère, voilà. Eh, s'il y a pas de meufs, il y a pas d'agresseur. Il y a pas de jalousie. Et sinon, éduquer les hommes? Hein? Ah, je te jure. Et là, on parlait de dirigeants d'équipes d'e-sport, de grosses équipes d'e-sport qui étaient en mode, bah, c'est désolant comme situation, mais bon, bah voilà, on peut pas avoir de femmes parce que si une femme arrive, bah, ça crée des problèmes. Allez, croque la pomme et ferme ta gueule, ça ira mieux. Bon, bref, pour revenir à ça, à la base, on parlait de science, mais effectivement, c'est intéressant de voir que ici, nous avons une mixité de genre. Par contre, on n'a pas une mixité notamment d'âge et de relations, puisque vous voyez que la plupart des personnes ici sont des jeunes personnes entre 26 et 32 ans. Donc là, vraiment, ils ont pas cherché la diversité. Ça aurait été intéressant de voir si on pouvait prendre des personnes plus jeunes ou plus vieilles d'ailleurs. Mais bon, bref. On cherche dans quel coin? On cherche dans l'est de Paris, intramuros ou en banlieue. Proche. Voilà. Il y a pas une histoire similaire pour contrôler les coupes de cheveux et les longueurs des jupes des étudiants, genre faut pas exciter les gars, ils testent. Ah mais ça, encore une fois, les gens, c'est vieux comme le monde, hein. Expliquer aux femmes qu'elles doivent porter une longueur de jupe, qu'elles doivent porter un voile, qu'elles doivent porter un haut de bikini ou pas un haut de bikini, qu'elles doivent porter telle coupe de cheveux, qu'elles doivent montrer ou pas leur dos, montrer ou pas leurs bras, etc. Tout ça, c'est parce que bah, il faut pas exciter les hommes, quoi, globalement, hein. Donc, encore une fois, si une femme, elle porte une jupe, un voile, un monokini, un bikini, en fait, à la base, elle fait ce qu'elle veut. Tant que c'est elle qui l'a décidé, moi, ça me va très très bien. Les femmes portent ce qu'elles veulent. Effectivement, quand on explique aux femmes ce qu'elles doivent porter ou comment elles doivent se coiffer ou se montrer surtout, parce que sinon, bah, en fait, ça va exciter les hommes. Oui, là, c'est un vrai problème. Donc, ce point test, en fait, c'est un point qui vient de partout. Je veux dire, même en France, dans les années 70, on mesurait littéralement la longueur des jupes par rapport au niveau des genoux des femmes à la télévision pour voir si c'était recevable ou pas recevable. Et je vous rappelle que même en France, on est encore dans un pays où une femme qui est trop couverte à la plage, c'est problématique, et une femme qui est pas assez couverte à la plage, c'est problématique. Voilà, source, les hommes. Bref, ne me lancez pas là-dessus, parce qu'après, je vais vous montrer la photo de Donald Trump qui a reçu l'équipe de tennis féminine universitaire de Géorgie à la Maison Blanche, et on va tous s'énerver ensemble. Il y aura d'autres moyens de s'énerver aujourd'hui ensemble, parce qu'on va parler d'IA de toute façon, donc vous inquiétez pas. Mais bon. J'en mets une petite dernière quand même. J'en mets une petite dernière avec un élu républicain américain qui dit donc maintenant aux États-Unis, une petite fille de 12 ans peut traverser 12 États pour aller avorter parce que c'est interdit dans son État. Donc en fait, elle peut littéralement changer d'État pour aller avorter. C'est ça que la gauche veut, c'est ça que la gauche veut. Et les gens ils disaient mais en fait, le problème c'est que c'est une petite fille de 12 ans qui traverse des États pour avorter. Le problème c'est qu'elle a peut-être été violée. Évidemment, elle n'en parle jamais du viol. Mais bon, bref. Allez, on va s'énerver. Je sens qu'on va s'énerver. Et si on s'énerve, après, on va devenir politique. Et je sais que la partie apolitique de mon chat va dire «Oh, je préfère quand tu parles pas de politique». Heureusement que personne n'est apolitique ici dans ce chat. Ok, donc on va partir sur maintenant un connard. Comme ça, on va pouvoir au moins rigoler ensemble sur un connard. On va parler de Polymarket. Alors, Polymarket, c'est un site qui mêle crypto et prédiction. Bon, en gros, c'est un site de paris, quoi. Mais non, 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 c'est pas ça, vous comprenez? Polymarket, c'est un truc qui est, un site qui permet à des gens de plus ou moins prévoir la réalité des événements, en misant dans la crypto. Non, mais tu comprends, en fait, ça a pas vraiment ce nom exactement, voilà. En fait, Polymarket, c'est pas du pari, heu, voilà.
Pour les gens qui ne connaissent pas Polymarket et tous ses rivaux, en gros, c'est des sites où tu paries sur tout et n'importe quoi et au lieu de miser de l'argent, tu mises de la crypto-monnaie, donc notamment des stablecoins et voilà, tu paries sur la victoire d'une équipe de foot, tu paries sur le fait que l'Iran va se prendre une bombe nucléaire ou pas, bon voilà, la classique, la classique. Bon, il s'avère que, Polymarket étant un site, eh bien, un site de paris, j'ai pas envie de dire autre chose qu'un site de paris, qui cartonne depuis quelques temps et qui est officiellement, je vous rappelle, interdit en France, mais il y a plein de Français qui utilisent évidemment des VPN pour jouer. Ils lancent des paris, des prédictions sur à peu près tout et n'importe quoi. Vous misez la crypto, vous remportez des mises. Un peu classique, voilà. Ils ont réinventé des nouveaux dons avec des nouvelles technologies, mais c'est vraiment un site de paris. Il s'avère que, Polymarket, eh bien, il y a quelque temps, a lancé un pari, très innocemment, bien sûr, de dire, est-ce que, Nicolás Maduro, le dirigeant, du Venezuela, il y a encore quelques mois, va se faire à un moment arrêter et capturer? OK? Bon, prédiction parmi plein de prédictions, il y a d'autres prédictions un peu plus farfelues, mais bon. Il s'avère que, à quelques heures de sa capture complètement choquante, un homme, eh bien, aurait misé 40 000 $ sur Polymarket sur la capture de Nicolas Maduro. Ta-ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la. Et il s'avère que cet homme est peut-être un soldat de l'armée américaine qui, évidemment, était intervenu indirectement sur l'arrestation et la capture de Nicolas Maduro, qui, je vous rappelle, elle-même est une opération illégale. Voilà. Ce petit malin, évidemment, a essayé ensuite d'effacer ses traces. Je vous rappelle qu'il a fait 400 000 $, ce qui a évidemment fait lever quelques yeux au ciel. Je vous rappelle que ces derniers temps, les délits d'initiés sur le marché de la crypto, ils sont légion, spécialement tout ce qui est un peu attrait à la famille Trump. Wink, wink, wink. Suivez mon regard, bien sûr. Voilà, donc des gens qui ont fait des millions de dollars dans tous les sens, il y en a plein. Mais bon, sur Polymarket, en tout cas, ça a un peu choqué de voir que quelqu'un avait misé d'un coup d'un seul 30 000 $, 33 000 $, quelques heures avant la capture de Nicolas Maduro et avait empoché plus de 400 000 $ de gains. Ils ont mené une enquête et ils ont retrouvé et donc cet homme qui a un nom d'ailleurs il a un nom de personnage, hein, parce que le mec s'appelle Gannon Ken Van Dyke. Je ne l'invente pas. Gannon Ken Van Dyke. Voilà, incroyable. Hem Et donc, il a essayé d'effacer ses traces, puisqu'évidemment, il était au courant, il s'est fait choper, il s'est fait arrêter. Il est désormais jugé pour 2 délits qui pourraient lui coûter jusqu'à 20 ans et 10 ans de peine maximum d'emprisonnement chacun. Et ben, ça prend très cher. Mais là, ce qui est très, très drôle, ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment, eh bien, alors je vous mets le lien ici de ce document officiel. Mais ici, on en parle sur ABC. Évidemment, Polymarket s'est empressé de dire qu'ils avaient collaboré immédiatement avec la justice pour, voir s'il y avait eu évidemment délit d'initié et la justice a retrouvé l'homme plusieurs mois plus tard, évidemment pour Polymarket. Fin du sujet. Ça veut dire évidemment que le délit d'initié n'existe pas sur Polymarket et qu'il est évidemment interdit et voilà, vous voyez comme on a arrêté le coupable, ça va. Donc on voit bien que Polymarket qui est évidemment un Far West du pari a clairement collaboré pour se faire un coup de pub, sachant qu'ils ont déjà une image qui est sulfureuse de plateformes de paris non réglementées, non régulées, bien sûr, qui jouent sur, notamment, heu, diverses, diverses, comment dire? Structures, pour passer certaines interdictions et notamment, ils sont accessibles dans plein d'États où les sites de paris sont interdits. Donc Polymarket n'est pas officiellement un site de paris et donc voilà, bon bref. Je pense que vous avez pour beaucoup entendu parler de ce type de site ces derniers temps. Bref, voilà, il y a un gars qui a voulu se faire 400 000 balles. Il va se faire peut-être un petit, allez, 10 ans de prison tranquillou. Il va évidemment être radié de l'armée américaine. Mais bon, quand on voit encore une fois le nombre de soupçons de délits d'initié de la part de Baron Trump, donc le fils de Donald Trump, un des fils de Donald Trump, de toute façon, j'ai envie de dire, les pots de vin, les détournements. On a vu notamment dernièrement que un des fils de Donald Trump, l'autre, c'est un des deux qu'il aime pas, quoi. Bon, bref, Eric, je pense, a investi dans une société de drones qui, tiens, 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 vient de récupérer un contrat du Pentagone qui a viré son contrat avec l'autre société de drones et il a fait un contrat avec cette société de drones. Bon, ouais, de toute façon, on a un tel niveau de corruption et de délit d'initié
qu'on n'est plus à ça près. Il y a eu évidemment des mouvements très très chelous selon les annonces de Donald Trump qui ont fait basculer les marchés de la crypto avec certains traders qui avaient passé des ordres 2-3 minutes avant que Donald Trump ne prenne la parole. Bref, des bisous à son petit fiston de baronne, 18 ans, avec son petit laptop, qui est fan de crypto, qui a aussi fait libérer, je vous rappelle, CZ, le boss de Binance, qui était en prison pour des crimes graves. Et derrière, évidemment, on a vu qu'il y a eu un deal entre Binance et la famille Trump. Bon, bref, on a dit qu'on s'énervait pas. On a dit qu'on s'énervait pas. Bonjour tout le monde. On s'énerve pas. Bon, ça me fait juste rigoler que le mec ait été chopé, qu'il était en tôle, histoire de dire que il se passe des choses réelles, hein. Voilà. Bon, bref. Que le mec s'appelle Gannon Ken Van Dyke, ça me fait rigoler, quoi. Ça me fait rigoler. Et encore une fois, s'il vous plaît, Polymarket, n'appelez pas ça une plateforme de prédiction, hein, c'est un site de paris. Allez, on enchaîne. La rumeur Roissy Polymarket, personne n'a entendu? Non, pas du tout. La news avec la station météo, non, j'ai pas vu non plus. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Les gens, s'il vous plaît, on fait des trucs normaux, d'accord? Comme ça, on reste calme. Donc, on va parler, d'IA. Ah, le Parisien fait divers, une sonde météo manipulée pour les paris sur Polymarket. Météo France porte plainte. Oh là là. Ouais, encore une fois, enfin, comment vous pouvez imaginer qu'une plateforme de paris non régulée puisse bien se passer, quoi? C'est vraiment un délire. Sachant que Polymarket, là, pèse virtuellement quelques milliards de dollars. Bon, bref. On n'est plus à ça près, on n'est plus à ça près. Allez, on va parler d'IA. On va parler d'IA et on va parler évidemment de beaucoup de grosses nouveautés qui ont été annoncées récemment du côté de chez Anthropic, du côté de chez ChatGPT, du côté de chez DeepSeek et des nouvelles extrêmement tristes du côté de chez Meta et de chez Palantir. Tout à fait, voilà. Premier point, Claude Design. Je vous rappelle que Claude, qui est le chatbot de Anthropic, réputé pour être très 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 performant, spécialement pour le code, eh ben, ils ont décidé de venir maintenant à la gorge des créateurs d'interfaces, donc UI UX designers et de Figma, puisque Claude a lancé Claude Design et évidemment le tout avec quelques prompts, vous allez pouvoir créer très très vite des interfaces, prototyper des interfaces. Donc là on se dit bon, impressionnant, pas de souci. Mais évidemment, là où ça va être très impressionnant, c'est que Claude Design va venir s'intégrer avec Claude Code. Et donc, je vous rappelle que Claude Code est considéré aujourd'hui comme la meilleure IA pour générer du code. Et évidemment, si vous avez une brique qui vous laisse prototyper des interfaces et qui est en intégration totale avec la brique qui permet de coder, le vibe coding va prendre encore une autre dimension. Parce que je vous rappelle que le vibe coding consistait à créer des applications, créer des jeux, créer des sites via des prompts avec une IA. Maintenant qu'on a aussi la partie visuelle et la partie interface, ça va être impressionnant. Alors, j'ai regardé quelques vidéos de gens qui ont testé l'interface. Elle est évidemment pas aussi simple que ça, mais c'est quand même apparemment assez impressionnant là-dessus, de voir à quel point elle peut générer extrêmement vite des documents, vous voyez, sur plusieurs formats et surtout de passer le relais à Claude Code. Donc là-dessus, Anthropic est parti pour faire très, 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 très mal à beaucoup de gens, encore une fois. Je vous mets le lien ici. C'est dans l'abonnement pro, même si on a vu que dernièrement avec Anthropic, il y avait beaucoup d'histoires aussi. On a vu que Claude Code a été retiré de certains abonnements Claude Pro face à la panique. Ils ont dit vous inquiétez pas, c'était juste un petit test. Ouais, 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 ouais. Mais on sait aussi que Anthropic est parti pour peut-être gagner plus d'argent que OpenAI cette année. C'est un délire. Ils sont vraiment sur un élan absolument monstrueux grâce à la bonne presse autour de Anthropic et la mauvaise presse autour d'OpenAI. Mais j'avoue que quand j'ai vu Cloud Design, c'était encore impressionnant. Et voit ici que Cloud Design reste dans cet ADN chez Anthropic de dire nous, on n'est pas là pour générer, encore une fois, des dauphins dans un style Miyazaki. On est là pour faire du truc productif et c'est ce qui fait qu'il marche plutôt bien. Mais ils sont encore une fois très, 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 très loin d'être rentables. The Sandra qui dit j'ai essayé de faire des PowerPoint avec, c'était ok, pas ouf, mais pas mal non plus. Ok. Parce qu'il. Encore une fois, moi, j'ai pas testé Cloud Design parce que je voulais pas créer une application from scratch. Mais voilà. Bon.
Je vous rappelle aussi que, Anthropic, eh bien, comme beaucoup sont en train de redescendre un peu de cette bulle où ils mettaient à disposition des moteurs, pour, des coûts un peu, déliramment bas par rapport aux ressources, demandées et que là, en ce moment, on voit que tous les abonnements sont un peu en train de remonter et les services sont en train de baisser. Bref, c'est l'enchitification. Maintenant, eh bien, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va parler rapidement, parce que c'est pas une nouvelle toute neuve, mais c'est un point important, c'est que Anthropic a fait, une annonce très OpenAI, qui est en mode: «On t'impressionne, on te fait peur» avec Mythos. Donc on vous rappelle que Mythos, c'est, eh bien, un chatbot qui est notamment assez, focus sur la sécurité et que, Claude, enfin, pardon, Anthropic expliquait que Mythos, c'était un modèle qui était tellement violent et tellement impressionnant qu'ils allaient, pas le mettre en circulation parce que, des mauvaises personnes pourraient s'en emparer pour trouver des failles, mais pour évidemment les exploiter. Bon, il y a eu tout un tout un scandale il y a quelque temps puisque un groupe via Discord a réussi à avoir accès à Mythos. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec. Mais aussi, un peu plus sérieux, on a vu ici, hop, chez Mozilla, qui est une collaboration entre Mozilla et Mythos, hop, et que c'est assez impressionnant. Mozilla est un peu sur le cul puisqu'ils ont, lancé Mozilla version 150 et que la version précédente, ils avaient utilisé Opus 4.6 pour essayer de trouver des failles. Ils en avaient trouvé à peu près 22 pour, Firefox 148. Pour Firefox 150, ils en ont trouvé 271. Ici, la personne de chez Mozilla, donc Bob Holly, explique que chacun de ces bugs aurait pu être l'équivalent d'une alerte rouge chez Mozilla et donc tout à fait honnêtement, en fait, chez Mozilla, ils ont pas bien vécu le moment parce qu'ils se sont retrouvés en mode: «Oh, en fait, notre truc, il est trouvé de partout, en fait» et c'est surtout qu'en fait, Mythos est extrêmement performant pour déceler des failles et des loops, de sécurité, là-dessus et donc évidemment, comment dire? Mozilla s'est affairé bien sûr, eh bien, à corriger tout cela et ils ont sorti ce titre de blog qui est assez spectaculaire, très, très clickbait, j'ai envie de dire. The Zero Days are numbered, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, zero days dans le milieu de la sécurité, si je ne m'abuse, les spécialistes corrigez-moi, si je me trompe. Ça veut dire que en gros, une faille a été trouvée ou a été exploitée et qu'elle a été exploitée avant que l'entreprise soit au courant, l'entreprise qui édite le service soit au courant et donc tu as eu 0 jour, en fait, d'une certaine manière, pour boucher ta faille. Et l'idée, c'est que, ben, dans un moment où maintenant on va pouvoir tester, moi je pense que c'est un des moments que je trouvais plus enfin des des utilités que je trouvais les plus fortes autour de l'IA, c'était de faire, du test de jeu pour trouver des bugs ou trouver des trucs à péter ou des failles, ou du test de service pour vraiment le tester comme aucun humain pourrait le faire. Ça pourrait être intéressant. Et donc là, effectivement, la démonstration de Mythos, elle est assez impressionnante avec ce biais de bloc qui est vraiment passionnant de la part de Mozilla sur comment ils ont été eux-mêmes un peu paniqués par tout ce que Mythos a trouvé à une vitesse aussi folle et qu'ils disent: «Bah, effectivement, on va avec ce genre d'outils, quand on y aura accès», parce qu'ils ont eu un accès qui était restreint à Mythos. Ils faisaient partie d'une sélection, fermée d'entreprises qui pouvaient tester Mythos. Eh bien, on va pouvoir, sécuriser et patcher, en fait, massivement nos produits avant de les sortir. Au lieu d'attendre que nos produits sortent dans la nature et que, il y ait des gens qui trouvent des failles, on va pouvoir en empêcher énormément grâce à Mythos. Bref, voilà. Hem, Merci beaucoup Tueur pour le 10e mois d'abonnement. Merci, je rajoute ton petit sub. Hop. Mythos, c'est surtout un effet d'annonce. Il y a clairement une grosse communication là-dessus qui était une communication qui était vraiment entre le sensationnalisme et la panique, qui ressemble beaucoup encore une fois à celle de Sam Altman à Copenhague, qui arrête pas de nous dire: «Oh, vite, l'IA c'est important parce qu'elle peut nous détruire», voilà. Mais, là-dessus, c'est vrai que Mythos, Anthropic a vraiment joué sur le côté genre: «Bon, on en fait, on a un nouveau truc qui s'appelle Mythos, on va pas le sortir parce que c'est peut-être trop grave ce que c'est tellement qu'il est fort, quoi». Les failles trouvées par Mythos sont aussi trouvées par les modèles open source. Mais l'idée, c'était que Mythos était celui qui les avait trouvés qui en a trouvé le plus vite, je crois. C'est qu'ils ont pas mitonné avec Mythos. OK. Donc Delvin nous dit: «Non, c'est du vent de la part de Mythos ou de la part de Mozilla, du coup?» parce que Mozilla, je pense pas qu'ils sont, enfin Mozilla, encore une fois, c'est une fondation qui a peut-être pas les mêmes contraintes et motivations qu'une entreprise. Ça m'étonnerait que Mozilla fasse une OPSP comme ça pour Mythos, gratuitement, quoi. Mais intéressant vos retours là-dessus. J'enquêterai plus parce qu'évidemment, je pense que je connais pas assez bien par rapport à certains dans le chat qui sont, je pense, plus spécialistes que moi.
Il n'empêche que, c'est intéressant, enfin c'est intéressant. Ça depuis quelques jours, il y a une sorte, de hype positive, négative autour de Mythos sur, «Merde, on a développé un outil qui est peut-être trop fort et il nous fait presque peur à nous-mêmes et du coup on le donne en accès qu'à un nombre très, très restreint d'entreprises de confiance et dans le même temps, 4 jours après, on apprend qu'un groupe a réussi à avoir un accès à Mythos non autorisé, donc je trouve ça un petit peu drôle. 2 secondes, je vais éternuer, j'arrive. J'ai pas envie d'éternuer, c'est frustrant. Fletcher qui dit: «On a déjà pas mal d'outils qui analysent des failles automatiquement». Oui, ça je crois, ouais. La plupart, quand on regarde dans les détail, c'est n'importe quoi. Bah, là, alors j'ai peut-être mal compris le papier, de Mozilla, mais ils expliquaient que les failles qui ont été trouvées, il y en a beaucoup qui étaient sérieuses et qui auraient mérité une alerte rouge, enfin un code red chez Mozilla, quoi. Maintenant, évidemment, j'ai vu qu'ils disent ce qui est très possible, c'est que des experts d'Anthropic ont été dépêchés chez Mozilla pour faire tourner leurs produits et largement communiquer dessus, là où ils n'ont pas le temps de le faire par eux-mêmes et avec des modèles open source. Peut-être, je sais pas. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que Mozilla, la fondation Mozilla a eu heu, un accès réservé à Mythos, normalement. Anthropic n'a pas testé les outils standards marchands en concurrence avec Mythos. OK. Bah, là, en fait, voilà, ce qui est marrant, ce qui est étrange, c'est que vous voyez que, hem, le test précédent sur Firefox, le Firefox précédent, était passé par Opus 4.6 et Opus 4.6, c'est la version, c'était l'avant-dernière version, parce qu'il y a Opus 4.7 maintenant de Claude, mais qui est leur moteur, leur IA généraliste. Alors que Mythos, c'est une IA un peu plus spécialisée, si je ne m'abuse. Bon, j'irai lire, c'est intéressant. J'irai lire. Merci pour le lien, Delvin, en tout cas. Ça sent le modèle réservé aux grosses boîtes pour leur vendre plein pot comparé à Sony Opus qui sont bien plus grand public. Bah, encore une fois, je vous ai dit, hein, OpenAI a sorti ChatGPT avec une formule pro à 100 balles par mois, une formule pro à 200 balles par mois. On va parler d'argent aussi là avec DeepSeek. Et puis Claude, on a vu, ils ont été chopés, Eurotropic, à retirer Claude Code de leur abonnement pro à 20 € par mois, ce qui a fait hurler évidemment les abonnés. Et ils ont évidemment dit non, non, vous inquiétez pas, c'était juste des tests. Voilà. Maintenant, on va chez ChatGPT qui a sorti ChatGPT 5. Voilà, enfin chez OpenAI qui a sorti ChatGPT 5. Donc rapidement, c'est évidemment la course à c'est moi qui est le meilleur. Donc on vous rappelle que, on sait que depuis à peu près un an, ChatGPT semblait un peu, surclassé par Gemini. Maintenant Gemini 3.1 et 3.1 Pro de chez Google, que Claude avait aussi le vent en poupe avec Opus 4.5, 4.6 et maintenant 4.7 et évidemment OpenAI qui a un peu tiré la sonnette d'alarme il y a quelque temps, vient d'annoncer donc ChatGPT Image 2.0. Donc si vous voyez encore une fois que du slop sur les internets avec des affiches de foot et tout, c'est ChatGPT, on va dire qu'on s'en fout. Mais ils ont sorti leur nouveau moteur généraliste et évidemment, ils viennent le comparer aux petits copains en expliquant que globalement, ils les éclatent dans à peu près tous les tests. Voilà. Pareil, moi je m'y connais pas assez pour tester ça et dire: «OK, c'est lui le meilleur, c'est pas lui le meilleur». Mais vous voyez que nous avons, des chiffres. Encore une fois, chaque laboratoire peut sortir ses chiffres de son côté et dire: «On est les best» ou «On a ça». Vous allez voir après avec DeepSeek. Mais on sait que depuis quelque temps, OpenAI est un peu en crise. Ils ont déjà une mauvaise presse, on va pas se mentir. Et puis sur la qualité de leurs produits, ils sont un peu dépassés. Ils ont vu 2-3 versions de ChatGPT qui a été très très mal reçues par leur communauté, leurs clients. Donc voilà. Oui, 5.5, ce que j'ai dit, ouais. 5.5, oui. On a aussi vu que d'ailleurs que OpenAI et Anthropic ont fermé l'accès à OpenClaw, je crois, aussi. Bref, j'ai envie de dire, un peu comme pour les benchmarks de smartphones, ces chiffres ne valent que pour ceux qui les ont publiés. Et on attendra de voir évidemment des spécialistes et des médias qui feront des comparaisons les plus, complètes et les plus, heu, les plus neutres possibles pour voir effectivement quelle est la meilleure IA généraliste aujourd'hui. Bon après, j'ai envie de dire, le game il change tous les 2 mois puisque tous les 2 mois, on a très certainement, Gemini, 3.5 ou 4 qui va être annoncé dans quelques jours à la Google I/O et évidemment derrière on aura, des nouveaux ChatGPT, des nouveaux, Claude et cetera. Et enfin, si j'ai bien compris, quelques heures après, parce que ça va très, très vite dans ce monde, quelques heures après, OpenAI, c'est DeepSeek V4 qui a été annoncé. Donc je vous rappelle que DeepSeek est, un LLM chinois open source qui avait fait très grand bruit il y a un peu plus d'un an en sortant un modèle qui était extrêmement peu cher et assez efficace par rapport, au modèle dominant américain qui était beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux.
Et donc, je me rappelle que c'était peut-être la première fois que j'avais vu vraiment des Nvidia et autres vraiment chuter en bourse lourdement. Depuis, on a évidemment des produits qui ont beaucoup évolué, hein, depuis la première présentation de DeepSeek. Si j'ai bien compris ici, on a, voyez 2 versions de DeepSeek, donc il y a la Pro et la Flash et donc pareil, j'ai lu ce matin, donc je vais pas vous dire les choses parce que je pense que je comprends pas bien, mais en gros, ce que DeepSeek se vante de frôler les performances des modèles actuels. Donc ils n'ont pas testé ChatGPT 5.5 et Opus, 4.7 et cetera, mais se sont comparés avec ChatGPT 5.4, Opus 4.6, Gemini 3.1. Ils expliquent qu'en fait, ils arrivent à des résultats très, très proches, le tout avec des ressources et des tokens consommés jusqu'à, 7 fois moins que les concurrents américains. Donc c'est toujours l'idée de DeepSeek, c'est de faire un moteur qui est à la fois open source et qui en plus, eh bien, est extrêmement efficace et économe dans sa consommation de tokens. Donc si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il passe par une sorte de partialisation du nombre de paramètres complets qu'il y a dans ces moteurs pour, eh bien, avoir quelque chose qui est moins gourmand tout en fonctionnant très bien. Et apparemment, DeepSeek V4 Flash, si j'ai bien compris, il est fait pour tourner sur des petits ordinateurs en local avec assez peu de ressources et pas besoin d'avoir 512 gigas de mémoire vive pour des résultats qui approchent autour des 80% de DeepSeek V4 Pro. Pareil, je vous en parle parce que je sais que c'est important et que là, j'avais tout un groupement de news à vous faire sur l'IA, mais je ne suis pas du tout le plus gros spécialiste là-dessus. Mais c'est vrai que DeepSeek a longtemps été du coup un des, je ne sais plus comment ils appellent ça, modèle léger, en gros, qui peut être installé, qui prennent moins de place en termes de ressources et de place dans des ordinateurs en local, au hasard des Mac mini ou des Mac Studio, et qui fonctionnent vraiment bien. Est-ce qu'il peut tourner en local? Oui, les 2 peuvent tourner en local. C'est juste que, si je ne m'abuse, DeepSeek, V4 Pro, demande beaucoup plus de place et de mémoire vive pour fonctionner, là où DeepSeek V4 Flash, vraiment, il tourne sur pas grand chose apparemment. Il évoque des remarques amusantes, les IA chinois sont en open source, les IA occidentales sont privées et militaires. Bah, c'est vrai qu'au moment où, OpenAI disait: «Ouais, on va faire un truc qu'on va partager à tout le monde, ça va être génial», qu'en fait, ils sont mis en mode, boîte noire, c'était un peu bête, quoi. Après, ne publie pas le poids. Faudrait que je vous remonte les articles. J'avais lu un article, alors déjà, j'étais voir le youtubeur que je suis souvent là, je le retrouvais Monsieur Zizkins, un mec qui fait beaucoup de tests hardware sur des IA en local. Il y a un article assez complet de Numérama, si je ne m'abuse, ou Frandroid sur les contraintes et l'efficience de ces comment dire? De ces modèles. Mais voilà et donc apparemment aussi le coût en termes de enfin, le coût, en termes de tokens entrants et sortants est ridicule par rapport à ChatGPT et à Claude, notamment. Donc je sais pas s'il y a des gens enfin, je pense que beaucoup de gens ont testé DeepSeek, le tout premier à l'époque, qui était DeepSeek, R1, si je ne m'abuse, celui qui avait vraiment fait un grand bruit. S'il y a des gens qui continuent à utiliser DeepSeek, voilà, mais c'est vrai que, ce côté, open source, déployable en local et grande efficacité, et j'avoue un peu séduisant, à un moment où effectivement, bah, on se rend compte que, des, heu, des LLM, américains, classiques aujourd'hui en utilisation, illimitée, ça coûte un peu 100 balles par mois, quoi. Attention en termes open source, dans l'IA, c'est vraiment totalement transparent, dit Oscar. Bah oui, parce que de toute façon maintenant pour savoir comment une IA fonctionne, c'est un peu compliqué, quoi. Ça c'est sûr. Leur modèle ECR est pas mal, OK. Je dois te dire qu'ils utilisent DeepSeek sur mon OpenClaw, c'est pas mal et pas cher surtout. Oui, d'ailleurs, je crois que DeepSeek se vante justement aussi de dire: «Bah, nous, on n'interdit pas OpenClaw». Donc on vous rappelle qu'OpenClaw, c'est une IA agentique, voilà et je crois qu'elle a été bannie, de ChatGPT et de Claude, si je ne m'abuse, parce qu'apparemment ça bouffait trop de ressources. Enfin, je crois que c'est l'excuse des entreprises américaines et DeepSeek se vante de dire: «Bah, vous pouvez plugger OpenClaw chez nous, il y a aucun souci, là sur nos modèles, il y a pas de souci». Donc voilà. Il y a open source et open wide dans les IA. Alors je crois que c'est DeepSeek, je crois, si j'ai bien compris, se veut être le meilleur modèle open wide au monde. Apparemment, c'est une grosse faille de sécu. Je vous écoute dans le chat et je vous lis attentivement, hein, pour que vous me donniez des détails ou des explications, hein. Le LAM, trop cool que tu checkes les IA. Le MCP, ça te parle du coup, dit comme Pengu. Pas du tout. Encore une fois, j'ai un coup de vieux et un petit coup de rejet qui fait que j'utilise avec grande modération les IA.
Donc non, je ne suis pas du genre à installer un nouveau modèle en local tous les jours pour tester des choses ou faire des racks de Mac mini pour voir comment ça marche. Non, pas trop, je vous avoue. Open source donne l'intégralité des données, tu sais, pour l'entraînement du Dodo 021. Donc on est d'accord que Llama, donc Llama, c'est le on va dire le moteur, enfin le LLM de chez Meta. Llama, il est open source normalement, si je ne m'abuse. Je crois que DeepSeek était aussi open source, mais bon, bref. Tu crois que c'est un truc de vieux con de résister à l'IA, dit Galadrizouz? Non, c'est pas qu'un truc de vieux con, mais on va dire qu'il y a une partie de moi qui est très gênée par, pas par l'IA elle-même, encore une fois, pas par la technologie elle-même, mais par l'implication des entreprises qui la gèrent. Je pense que c'est très problématique. Et il y a une partie de moi aussi qui fait que j'aurais eu 20 piges, je me serais jeté dessus en mode j'ai le temps, j'ai la motive, je suis curieux, j'ai envie de tester, j'ai pas encore mes routines, et cetera. Et j'adore tester de nouveaux trucs, quoi. Là, j'ai un peu moins faim de tout ça, quoi, on va dire. Donc je suis à la fois un peu quelque chose qui me rend un peu triste par rapport à tout ce qui se passe autour de tout ça en ce moment. Et un autre truc qui est, je me sens pas le besoin, et peut-être que je suis le mec qui a 20 ans est en train de dire: «Ah Google, je comprends pas trop l'intérêt de Google», vous voyez? Je j'essaie de pas trop me surestimer dans mon utilisation très modérée des, heu, des IA actuellement. Les IA locales, c'est un moyen de se battre contre ces entreprises aussi, dit Ruffy. Tout à fait. C'est aussi pour ça que, DeepSeek a été très, très populaire. Parce qu'il était facile à installer et à exploiter en local pour voir. Après, ça veut aussi dire que vous avez un ordinateur qui turbine, hein, donc c'est pas neutre en termes de consommation, quoi. Xat qui dit: «DeepSeek publie toute la recherche à chaque fois», je crois que c'est assez impressionnant. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi depuis le début, hein. OpenAI, c'est juste les poids finaux que tu puisses utiliser le modem et tu n'as pas le code et les sources sont servis à l'entraînement. Bon, vous me direz pour DeepSeek, mais j'avais cru comprendre que DeepSeek était assez transparent sur comment ils avaient fait, quoi. GMA4 peut tourner en local sur un téléphone, dit Fletcher. Bah, je crois que la DeepSeek V4 Flash, apparemment, peut tourner sur des configs assez modestes en termes de GPU, de mémoire vive, je crois. Enfin, de ce que j'ai lu, encore une fois, parce que je ne connais pas trop. Bref, voilà. Allez, on continue dans les news parce qu'on ne peut pas parler que de ça, les gens, évidemment. Maintenant, on va évidemment s'énerver un peu, puisque on va parler de Meta. Deux super nouvelles si vous bossez chez Meta. La première, c'est que vous êtes viré. Voilà. Nous allons avoir, vous voyez ici, il y avait eu une news de Reuters la semaine dernière qui a été confirmée aujourd'hui. Meta va virer encore, je crois, 10% de ses effectifs. Un délire. Comme pour le reste, comme pour le reste, bah, les humains, ça coûte cher. Et cet argent, eh ben, on peut l'utiliser pour acheter des data centers. Voilà, donc toujours au nom évidemment des investissements lourds que doivent faire que veulent faire ces entreprises pour ne pas être la dernière dans la course à l'IA, donc comme Amazon, comme Microsoft, et cetera, ça licencie à tour de bras, pour Meta. Ça c'est la deuxième grosse vague de licenciements, je crois, en moins d'un an, donc vraiment on perd des milliers de personnes. Évidemment, le but, c'est, eh bien, de gérer moins de gens et de pouvoir investir dans des IA, à gogo. Voilà. C'est un délire, c'est vraiment un délire, mais mais, je vous mets le lien de l'article de Reuters. Mince, c'est pas le bon lien. Si vous avez survécu à la prochaine vague de licenciements chez Meta, parce que il faut bien coder le Mark Zuckerberg IA, voilà, sachez que la vie est très très belle, puisque Reuters aussi nous apprend, eh bien que en interne, Meta est en train de développer un nouvel outil, voilà, qui a été appliqué à tout le monde, trop bien, qui va, eh bien, enregistrer tout ce que les employés de Meta disent, tapent ou envoient ou regardent sur leurs ordinateurs professionnels pour entraîner et nourrir évidemment l'IA de Meta. On adore, vraiment, ça me fait très plaisir de savoir que mon entreprise m'a installé un keylogger, quelque chose qui récupère mes historiques, tous mes clics et tout ce que je tape. Évidemment, le but du jeu, c'est que les employés aident l'IA qui va un jour évidemment les remplacer, les virer, à comprendre comment notamment les humains,
interviennent et comment les humains interagissent avec des interfaces sur des écrans et voilà, donc ça s'appelle le modèle Capability Initiative et il va traquer tous les, employés aux États-Unis, parce qu'en France, je pense que c'est complètement illégal. Il va capturer donc vos mouvements de souris, vos clics et vos touches de clavier pour utiliser ces modèles d'intelligence artificielle. Un bonheur. Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu bosses pour Meta, c'est que globalement, je pense que tu as pas un gros respect pour la vie privée des gens. Donc j'ai envie de dire, c'est un moment, tu bosses pour une boîte qui, globalement espionne et revend la vie privée des gens, j'ai envie de dire, tu devrais pas trop te formaliser que ta boîte, t'espionne ta vie professionnelle. Voilà, je pense je pense que si un employé devait râler, on dirait qu'il est peut-être un peu mal placé d'avoir choisi Meta. Évidemment, ça paye très, très bien, mais bon, heu, le monde cramera, mais tu auras payé ta véranda dans ta maison secondaire dans le Perche. Donc voilà, ça vire des employés. Les employés qui restent, ils servent à entraîner les IA qui serviront à revirer d'autres employés derrière. On vit dans un monde tout à fait OK. OK, puis bien qui dit: «Je viens du Perche, je parle pas mal». Si tu es né dans le Perche, c'est bien. Si tu y vas en ce moment, moi j'ai rien contre toi. Disons qu'il y a une grosse il y a une grosse gentrification du Perche en ce moment, hein. Ah, tous ces Parisiens qui ont craqué pendant le confinement, qui voudraient un peu un retour aux sources, à la nature, aux petits ponts en pierre là et au mètre carré accessible. Zamodal qui est une boîte américaine finalement mettant anthropique, tout le monde s'assoit sur les données privées. Bah, je crois qu'il y a pas d'autres entreprises qui littéralement, espionnent absolument tout ce que leurs employés font pour entraîner leurs IA. Je crois que Meta là-dessus, c'est une world premiere pour dire les choses, avec un enthousiasme fou. Alors, on va continuer à ne pas s'énerver avec, avec un humain adorable, peut-être notre humain préféré en ce moment, qui est moins connu que les autres, mais vous inquiétez pas qu'il en tient une couche. On va parler de Alexandre Karp. Donc Alexandre Karp ou Alex Karp est un patron bien connu de la Silicon Valley, puisque c'est le patron d'une petite entreprise qui a décidé de s'appeler comme un artefact du mal dans Le Seigneur des Anneaux, Palantir. Voilà. Donc je vous rappelle, Palantir, c'est bah, c'est littéralement un outil d'espionnage massif de tes concitoyens, mais dans le Mordor, quoi, globalement, hein. Voilà, Palantir, c'est quoi? C'est une sorte de boule de cristal, je sais plus, ou un truc qui permet d'espionner tout le monde. Peter Thiel, évidemment, milliardaire, investisseur très woke de la Silicon Valley, a investi dans cette boîte de surveillance de masse de très haute technologie. Et je vous rappelle que Palantir, très vite, était branché IA, reconnaissance faciale, scrapping illégal, travaille avec évidemment des autorités autoritaires, des forces militaires comme le Pentagone. Ça bosse aussi avec la sécurité, des services de sécurité en France, notamment qui ont des contrats avec Palantir. C'est une boîte qui pèse des milliards. Voilà. Et évidemment, Alex Karp est un homme qui, selon ses employés, est un pas trop haut en couleur, quoi. Voilà, il aime bien avoir des techs un peu libertariennes, un peu dark philosophe, vous voyez? Des trucs un peu tout ce qu'on aime un peu en ce moment. Et sauf qu'Alex Karp, il est encore plus déraillé que les autres, quoi, globalement. C'est juste qu'il est moins connu qu'Elon Musk, hein, voilà. Et donc Alex Karp qui avait fait des sorties en mode: «Bah oui, bah moi, s'il faut tuer des civils à l'étranger, bah on le fera, quoi». Voilà, bon bref. Heu et donc, Alex Karp est le co-auteur d'un livre qui s'appelle «La République technologique» et évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup fait discuter, il y a pas longtemps puisque ils en ont fait un petit exercice dans un tweet, voilà, qui explique en 22 points la vision de ce que devrait être le monde, selon Alex Karp et c'est un très, très, très grand moment encore de tech bro milliardaire mégalo déconnecté, mais qui a malheureusement beaucoup de puissance. Avec en gros, il faudrait que la Silicon Valley se mette au service évidemment du patriotisme et de la défense américaine. Il faudrait rétablir un SNU ou un service militaire obligatoire, pas pour nous là, les milliardaires, hein, pour les jeunes pauvres là-bas, là, voilà. Heu, il faut faire la différence entre certaines sociétés et certaines civilisations qui ont fait avancer les choses et d'autres peut-être un peu moins. À 2 doigts de dire comme Sarkozy que voilà, l'homme africain n'a pas, je sais plus ce qu'il avait expliqué, n'a pas marqué la mémoire, je sais plus. Voilà, des sorties un peu délirantes sur 22 points, écrites de manière un petit peu alambiquée avec beaucoup de termes pour dire globalement: «Je suis un technofasciste», hein, voilà.
et évidemment, il s'en est pris plein la tronche derrière, mais il s'en fout puisque Alex Karp est déjà en lien depuis longtemps. Certaines cultures ont produit des avancées vitales, voilà, d'autres cultures, restent un peu dysfonctionnelles et assez régressives, voilà. Bah, maintenant, bah, toutes les cultures, elles sont égales, voilà, hein. Plus le droit de critiquer et d'avoir des jugements de valeur, c'est plus voilà, c'est pas sympa, voilà. Nous devons résister à la tentation, d'un pluralisme un peu creux et superficiel. Voilà. Nous, en Amérique et plus généralement en Occident, nous avons depuis ces 50 dernières années, eh bien, résisté à définir des cultures nationales au nom de l'inclusivité. Mais l'inclusivité dans quoi? Vers quoi? Des bisous Alex Karp. Allez voir des vidéos de lui évidemment qui essaie d'impressionner des journalistes et des jeunes employés avec son épée et son soupule. Je voudrais me moquer de lui en disant: «C'est un énième tech bro qui fait un post LinkedIn allumé», mais le problème, c'est que, bah, Alex Karp et Palantir, ils ont des contrats avec à peu près tous les gouvernements du monde et la surveillance de masse, c'est en grande partie grâce à eux. Ah oui, il n'est pas assez rentré dans l'histoire. Merci Nicolas. Alors par contre, s'il y a bien un truc qui me détend là, s'il y a bien un truc qui me détend là, c'est de voir le clan Sarkozy se déchirer actuellement là au procès, là, je suis là genre: «Ah!» En intraveineuse s'il vous plaît là. Ah là 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 là. Je veux pas Nicolas Sarkozy, mais voilà, je veux pas perdre, les aides du CNC que je n'ai jamais eues, donc je vais pas vous dire ce qui s'est passé sur Nicolas Sarkozy. Je vous disais juste qu'en ce moment, voilà, j'avais l'impression de vivre un bain de soleil, plus, un peu de botox, un refil de mes joues. Là, je me sentais bien là, à écouter, regarder Fabrice Arfi, nous faire les résumés des semaines de procès, entre Nicolas Sarkozy et son clan là et Claude Guéant sur son lit de mort qui dit: «Je vais crever» depuis son lit de mort. Oh. Mmh. Bref, regarde les connards tombés, malheureusement, Alex Karp n'est pas encore prêt à écrire un journal d'un prisonnier parce il est pas prêt d'aller en tôle, Alex Karp, hein, donc au lieu d'écrire Journal d'un prisonnier, il écrit La République technologique et ça a l'air d'être putain un putain de torchon technofasciste. Ça a l'air d'être un très, très grand moment. J'espère évidemment que MV nous liera La République technologique au Z-Event. Hop, allez, on part enfin sur, des choses, j'aurais dit ouah, presque drôles, presque drôles. Nous avons, des IA bros qui, ont demandé à des IA, eh bien, de concevoir un magasin et de le gérer. Voilà, des petits tech bros qui ont fait une expérience, voilà, de dire à une IA, eh bien, d'avoir et ils lui ont donné 3 ans, de bail pour ce magasin pour, eh bien, penser le magasin, penser le business model, commander les produits, gérer les employés parce qu'il y a quand même des employés humains qui sont là, bah, pour bouger les objets. Voilà et évidemment, nos jeunes c'est fou parce que c'est juste parce que entre ces IA bros et les mecs de Doge chez Elon Musk, j'ai l'impression qu'on a les mêmes profils de gars, mais bon bref et évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, comme c'est étrange. Puisqu'évidemment, cette IA, s'est mis à vendre des produits ou à vanter des produits qu'elle n'avait toujours pas commandés. Elle a ouvert le magasin alors qu'elle est toujours pas fini d'employer des gens humains. Elle a vu quelqu'un qui, sur son temps de pause, regardait son téléphone, donc elle a changé le règlement intérieur du magasin pour le rendre plus ferme. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Elle a donné rendez-vous, aux installateurs de fibres, à 8 heures du matin ferme un dimanche matin, alors qu'il y avait personne. Donc évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le but du jeu, évidemment, pour nos amis de Hendon Labs, c'était de se faire un coup de pub et de montrer que, effectivement, tout s'est pas passé comme prévu, mais que, vous voyez, c'est déjà assez impressionnant ce qu'on peut avoir. Je vais vous donner ici plutôt le reportage de, NBC qui est moins béni oui oui, évidemment, que la vidéo de cette petite entreprise d'IA. Mais c'est évidemment on est là pour rigoler et ricaner un petit peu, bien sûr, là-dessus. C'est quand même drôle de se dire qu'à la fin, on a quand même besoin de putains d'humains pour, bouger les objets, bien sûr, là-dessus, quoi. Je vous rappelle, hein, il y a évidemment une hystérie chez une jeune génération de serial entrepreneurs autour des self-made trillionnaires ou billionnaires
puisqu'il y a, ce service, je vous rappelle, de prescription de médicaments type Ozempic aux États-Unis qui a été fait par 2 frangins dans leur salon avec quasiment que des outils IA et aussi des faux médecins, on va pas se mentir et qui pèse officiellement, à une valorisation potentielle de plusieurs milliards de dollars, juste avec un truc qui a été généré via des IA pour la communication, pour le business model, et cetera, et cetera. Bon bref, depuis, je pense qu'il y a plein de mecs qui se lancent en mode: «Oh, je peux vibe engranger», j'ai envie de dire. On va vibe coder, on va vibe interfacer, puis on va vibe engranger des milliards de dollars et évidemment, c'est assez, ridicule. Voilà, bon, ils sont là. On va dire qu'ils sont là et c'est évidemment très, très loin d'être potable, quoi. Ça fait plaisir. Allez, on termine sur l'IA rapidement. Deezer qui nous explique qu'aujourd'hui, c'est fou, que désormais les musiques générées par IA représentent 44 des uploads sur la plateforme. Évidemment, Deezer a une position qui est beaucoup plus, respectable, on va dire, que celle d'un Spotify. Spotify qui, pendant longtemps, a un peu encouragé, le AI slop dans ses albums de musique. Deezer qui essaie de le décourager, mais qui essaie au moins, eh bien, de le taguer là-dessus pour dire: «Voilà, on a des détecteurs, on a vu que c'était de la musique générée par IA». On a un chiffre qui est terrible, qui est vraiment, vraiment terrible. C'est que selon Deezer, mine de rien, eh bien, sur leurs tests, il y a une très, 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 très grande partie des gens qui écoutent et qui ne se rendent pas compte. Voilà. 97 enfin selon une étude commanditée, 87 des gens ne peuvent pas entendre la différence aujourd'hui entre une musique, générée par des humains et une musique générée par des IA et voilà. C'est ça qui est assez terrible, là-dessus. Mais moi j'ai eu mes «Ouh attends, ça vient d'où ce truc-là, là? Ça vient d'où?» Mais j'ai des doutes de plusieurs secondes avant d'aller voir. Évidemment, c'était généré par IA. Mais c'est vrai que c'est assez fou ce qui est en train d'arriver, puis assez sombre, on va pas se mentir, ce qui est en train d'arriver, où encore une fois, on est dans un monde où des bots vont poster pour que des bots consomment, pour que quelques humains récupèrent un bout de pactole avant que tout s'effondre. Mais on est évidemment dans le dead internet, theory puisque voilà, vraiment, on est un monde qui est peuplé, en fait, de, créateurs de contenu, artificiels et de consommateurs de contenu artificiel. C'est un peu fou ce qui est en train d'arriver, quoi. C'est 44 des uploads, les gens. 44 des uploads actuellement, c'est, de l'IA sur la plateforme Deezer et ça peut être encore plus haut sur d'autres plateformes. Mais 97 des gens, qui écoutent de la musique d'IA à base de Suno et compagnie ne voient pas, eh bien, la différence. Quasiment 75 000 chansons, 100 générées par de l'IA sont uploadées sur Deezer aujourd'hui. C'est fou. Deezer a mis en place un outil de détection d'IA depuis le début de 2025 qui permet, eh bien, de mettre un tag pour prévenir les auditeuristes. Mais bon, je pense qu'évidemment ce n'est pas suffisant. Déjà plus de 13,4 millions, de morceaux générés par IA ont été détectés et tagués sur Deezer, juste en 2025. C'est ouf. Imaginez encore une fois l'énergie qu'on dépense, la bande passante qui est dépensée. C'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est vraiment terrible. Alors, j'ai pas dit que c'était 44 du catalogue de Deezer, attention les gens. Non, parce que les catalogues les grands catalogues de Deezer, Spotify et tout, on parle plutôt de à peu près 300 millions de morceaux, je pense. Et Deezer, désormais, eh ben, permet, de licencier sa technologie aux petits collègues. C'est assez fou. Donc en novembre 2025, Deezer a commandité, eh bien, un sondage et une enquête sur les perceptions et les attitudes par rapport à la musique générée par IA. C'est Ipsos qui a, interrogé 9 000 personnes dans 8 pays, voilà. 97 des personnes ne pouvaient pas entendre la différence entre un morceau synthétique et un morceau, on va dire, humain, pour dire les choses, parce qu'encore une fois, même les morceaux humains étaient quand même bon bref, voilà. 80 des gens, pensent que des musiques 100 synthétiques ne devraient être clairement, labellées et taguées aux auditeuristes. 73 des utilisateurs de services de streaming musicaux, eh bien, aimeraient savoir si ce service recommande des morceaux 100 synthétiques. Voilà, et 52 des personnes qui répondent pensent que des musiques 100 IA ne devraient pas être inclus dans les charts, au même titre que les, chansons faites par des humains. Shikara qui dit: «Pourtant l'IA, c'est le futur à écouter les gens». Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'une partie de la musique qu'on va écouter va clairement être générée par IA, donc notamment les musiques d'ambiance, par exemple, imagine ma musique d'attente de stream ou des musiques d'ascenseur.
Ça a très certainement remplacé des banques de sons, c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire que j'aurais plus envie d'aller écouter Dua Lipa en live ou Céline Dion en live ou que j'aurais plus envie d'aller chanter dans la rue avec ma chorale? Bah, non. Donc je pense qu'il faut pas confondre, l'inévitabilité d'une technologie qui sera là et le fait que cette technologie va être omniprésente et omnipotente et qu'elle sera unique. Je suis pas d'accord et je dis pas ça par pur romantisme, hein, je dis ça parce que j'y crois de manière assez raisonnée, quoi. Bref, on termine avec le dernier point que je trouvais aussi très, très intéressant, puisqu'on a parlé, eh bien, d'IA, autour du monde de la musique. Il faut évidemment parler d'IA autour du monde de l'image. Voilà, là, on est encore évidemment très, très loin là-dedans et c'est intéressant puisque le World Press Photo, qui est le prix le plus prestigieux pour les photojournalistes, qui vient d'ailleurs de donner attendez, je vous montre un peu son prix, qui est une photo terrible, encore une fois. Voilà, je vais vous montrer ici la vidéo. Hop. Le World Press Photo, voilà, ça c'est donc les images les meilleures images de l'année et après vous allez voir qu'il y a un règlement évidemment sur qu'est-ce qui est autorisé ou pas autorisé par rapport à l'IA. Voilà. Je vous montre un peu les images et je veux juste m'arrêter sur la photo qui a gagné cette année, qui est une photo qui est évidemment terrible et qui bien sûr se passe aux États-Unis. Voilà, vous imaginez ce que c'est. Oh l'incendie là, c'était quelque chose. Hop, 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 hop. Mince, les gagnants sont pas là. OK. Voilà, bon, la photo vainqueur, la photo de l'année du World Press Photo Award, c'est pour Carole Guzy, heu, qui montre ici, eh bien, une famille, qui était au service d'immigration. C'est un piège qui a été tendu par beaucoup d'officiers de l'ICE, donc le bras armé du système de régulation migratoire américain, des immigrants américains notamment. Et on a vu que beaucoup de migrants américains qui vivaient aux États-Unis depuis longtemps et qui allaient donc, dans des bureaux pour faire renouveler leur visa, pour régulariser leur situation étaient attendus, par ces officiers qui leur tendaient des pièges. Il y a des photos évidemment assez terribles qui en ont été tirées et donc on a vu des adultes, des enfants qui ont été vraiment, littéralement kidnappés par des hommes masqués, sans nom, sans badge, des familles qui ont été séparées. Donc ça, c'est la photo donc vous voyez d'un homme qui est arraché des bras de sa femme et de ses enfants, alors qu'il était au service, au service, d'immigration américain pour renouveler comme beaucoup. C'est évidemment, malheureusement, un truc qu'on a beaucoup, beaucoup trop vu. J'en ai une autre qui m'a vraiment, arraché le cœur parce qu'évidemment ici c'est un stream qui est apolitique. Donc on ne commente pas évidemment la politique, mais si j'arrive à retrouver ma page, Reddit, voilà, il y en a une qui est vraiment que j'ai trouvé vraiment terrible, qui est une photo qui s'est avérée, qui a été, en tout cas prouvée comme étant, réelle. Attendez, j'ai celle-là aussi qui est absolument dingo. Bref, puisqu'on va faire un stream qui est évidemment 100 apolitique. Voilà, cette photo vraiment, vraiment terrible, qui se passe également à Miami où, juste de la voir, j'ai envie de chialer, voilà, comme les personnes sur la photo, où on voit une mère et sa fille en pleurs puisque, le père de la famille a été kidnappé par le ICE au moment où ils avaient un rendez-vous justement de régulation de situation, classique qu'on doit passer régulièrement et on voit même l'officier de sécurité du bâtiment, qui n'intervient pas parce que, bah, il n'intervient pas, c'est un service, de police américain, on va dire, qui est là, il est pas là pour les stopper, mais qui lui-même est en larmes. La photo est absolument terrible, terrible, terrible. Elle est vraiment celle-là, elle est vraiment horrible à voir, mais c'est évidemment ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bref, voilà. Pourquoi on parlait de tout ça les gens? Parce qu'on parlait d'IA bien sûr. On parle pas du monde qui est en train de flamber, et avec des petites, comment dire? Des petites tentations, autoritaires et dictatoriales bien sûr. Pourquoi on en parle? Parce que le World Press Photo a également, eh bien, communiqué sur l'IA et a établi des règles que je trouve assez, eh bien, assez claires sur les interventions en termes d'IA parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est gris. Est-ce que quand vous prenez une photo avec votre smartphone, elle est éligible au World Press Photo Awards? Oui, si vous n'avez pas mis le HDR, par exemple. Voilà. Ah! Tout à coup, c'est un peu étonnant. Bref. Donc manipulation et trucs assez clairs, donc notamment, eh bien, heu, créer l'événement au lieu de le capturer, par exemple. Voilà, bien sûr. Altérer
les événements qu'on est en train de couvrir, voilà, enlever ou retirer du contenu. Mais évidemment, tout ça, il y a, eh bien, l'utilisation de, heu, comment dire? De d'outils et de logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle pour, eh bien, recréer du contenu, par exemple. Donc, le generative fill, virer des objets, en rajouter, arriver à un certain niveau de HDR ou de changement des couleurs qui pourrait changer le sens de la photo. Donc là-dessus, c'est assez, intéressant parce qu'ils savent aussi que on a beaucoup d'outils d'IA qui font des choses assez normales. Moi, par exemple, là, j'ai fait, scanner mes photos de famille. On a scanné des pellicules, et des diapos par milliers et on a reçu les photos en 2 versions. On a une photo qui était, celle qui était scannée, sortie de scanner et une qui a été retouchée par IA et qui était évidemment beaucoup plus nette, beaucoup plus lisible et de bien meilleure qualité là au premier abord, même si c'était du coup moins réel que les photos qui avaient été scannées. Donc là, on a aussi des outils comme notamment retirer ou gérer le bruit, qui était quelque chose qui était très très tricky avant à faire à la main, à régler à la main avec les logiciels. Aujourd'hui, il y a des outils de débruitage de photos. Donc le bruit, c'est un peu le signal parasite quand une photo est prise, notamment en basse lumière, qui permet d'avoir des photos qui sont étonnamment clean, même prises dans des mauvaises conditions. Et j'ai envie de dire, ça sert à la lisibilité de la photo. Mais à un moment, est-ce que ça ne dessert pas sa vérité? Bon, à voir. L'idée qui est intéressante, c'est que globalement, la base d'une photo, comme le dit WordPress Photo, c'est de dire que la photo, c'est quelque chose de physique. Au sens où la photographie, ça fait penser à toutes les formations de photo que je donnais pendant des années. La photographie, c'est écriture par la lumière. Donc, graphie, l'écriture, photon, c'est la lumière. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, la photographie, c'est de la lumière qui vient se déposer sur une surface photosensible et elle vient écrire sur cette surface photosensible, que ce soit une pellicule argentique, que ce soit un capteur, évidemment. Et l'idée, c'est de se rapprocher le plus de ce sens possible. C'est qu'en gros, en photo, à un moment, vous capturez de la lumière sur une surface et vous écrivez dessus et la photo doit rester comme ça. Il y a évidemment un peu de retouche, mais le recadrage, évidemment, les trucages sont interdits et dans le cadre de la World Press Photo et pas encore une fois d'un concours de photo artistique, par exemple, qui aurait des règles très différentes, ils sont assez stricts là-dessus. Vous voyez que notamment ici, ils sont, cités 2 outils qui sont clairement, qui sont considérés comme interdits par le WordPress Photo Awards. C'est le Adobe Super Resolution et le Topaz Photo AI. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que pareil, heu, on se retrouve dans une situation un peu grise où l'IA a permis de faire des merveilles à des smartphones, de produire des photos qui sont physiquement pas possibles avec les contraintes qu'ils auraient s'il y avait pas l'IA derrière, quoi. Mais pareil, moi je suis très, très gêné par, ce que me propose, Google ou Samsung avec leurs appareils photo, avec des possibilités en fait de générer du contenu via des photos et du coup, j'ai l'impression que les photos n'ont plus vraiment de valeur. Pour vous donner une idée, comme tout le monde, j'ai testé, le best shot qui permet, de faire une rafale, une photo de groupe et de ne choisir que les meilleurs visages de chaque personne pour qu'enfin on ait tout le monde en même temps qui sourit et pas quelqu'un qui ferme les yeux au moment où tout le monde sourit et en fait, je l'ai fait 2 fois et à chaque fois, c'était hyper malaisant. C'était ultra, ultra malaisant. J'ai jamais refait. Bon bref, c'est évidemment une discussion qui reste éternelle et qui reste très, très intéressante, très passionnante, mais évidemment qui ne peut pas se résoudre comme ça. Après, une photo ne montre jamais le réel, parce que ça impose déjà un cadrage. De toute façon, oui, une photo une photo, n'est pas une photo peut se rapprocher le plus possible de la capture d'un moment, mais le fait qu'une photo fige un moment déjà, ça donne à ce moment un cachet qui n'est pas réel puisque un moment n'est pas figé. Donc, voilà. Effectivement, le cadrage, la focale, tout, donne à une photo, évidemment, un impact différent et une interprétation. Donc encore une fois, attention, une photo ne signifie pas la vérité. C'est une interprétation, le regard de quelqu'un sur la vérité. Mais c'est un des arts qui s'approche le plus de la vérité du terrain, on va dire. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, point intéressant. Et puis, dernier point, dernier point qui alors on va pouvoir rigoler ensemble. Peut-être 2 secondes si on du bruit un petit peu. On va pouvoir rigoler ensemble, même si évidemment ça va être un petit peu politisé tout ça, hein, mais bon, je j'ai pas fait exprès, hein.
On va parler d'un article de Wired qui est repris ici dans Yahoo parce que Wired, j'ai les paywalls, c'est payant maintenant, qui est très, très, très drôle et qui va évidemment s'intéresser à une personne qui s'appelle Emily Hart. Voilà, elle est infirmière. Elle est infirmière. Bon bref, vous allez voir, il y a plein de discussions intéressantes en mode: «Ah, usage nouveau, mais peut-être, syndrome ancien». Voilà. On va parler d'IA évidemment, puisque, cette jeune femme qui a l'air d'être extrêmement un peu parfaite dans son temps et cetera. Évidemment, si vous regardez d'un petit peu près, vous dites: «OK, bon, AI girlfriend?» Bien sûr. Vous regardez de près le drapeau, les doigts, les machins et cetera, classique. Bon bref. Il s'avère que cette Emily Hart, bien sûr, n'existe pas. Elle a été générée par Nano Banana, donc le générateur d'images de Google, classique, voilà. Mais évidemment, cette jeune femme qui est à la fois moderne, qui est infirmière, mais qui est aussi un peu sexy, mais encore plus patriote qu'elle est sexy, évidemment, a cartonné sur des réseaux sociaux sur lesquels elle a été postée auprès de la communauté MAGA. C'est pas la première. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, on avait aussi une jeune femme blonde, jeune, pulpeuse, aventureuse, qui était évidemment militaire et qui avait un compte Instagram. Rien n'était vrai, elle posait avec Donald Trump, etc. Mais elle avait des milliers de likes. Et donc, classique, mais là où ça devient très très drôle, c'est que des AI girlfriend, bon, voilà, j'ai envie de dire, bah, on appelle ça un lundi matin, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une AI girlfriend ou un AI husbando, bah, vous prenez Nano Banana ou ChatGPT Images et vous créez une personne un peu sexy qui ressemble à ce que vous voulez comme fantasme classique. Ce qui est drôle ici, c'est que Wired a été interviewé, l'homme qui a créé cette image, et il s'avère que c'est un étudiant en médecine indien qui est aux États-Unis, qui était en galère de thunes. Donc, il a essayé de faire de la thune comme des jeunes de son âge, un peu comme nos AI Bros là, qui ont créé la boutique gérée par une IA, même pas générée, mais enfin, générée et gérée par une IA, et que bah, ça marchait pas. Voilà. Parce que bah, aujourd'hui, encore une fois, si tu veux fantasmer sur une meuf qui n'existe pas, bah, en fait, bah, tu la génères toi-même et basta. Quoi. Quelle est la valeur d'aller voir d'autres meufs qui sont générées aujourd'hui par kilotonnes, qu'elles soient réelles ou pas réelles. Et donc, là où ça a marché, et c'est trop drôle parce que le mec, il le dit de manière assez froide, en fait. Il dit: «Bon, bah, je sais, ça marchait pas et tout». Mais bon, bref. Là où ça marchait pas, là où ça s'est mis à marcher, c'est quand il a commencé à lui donner un contexte politique et de donner à cette jeune femme bonasse, irréelle, lambda, eh bien, un petit patriotisme MAGA, bien sûr. Donc elle a commencé à porter des bikinis, drapeaux des États-Unis. On a commencé à la voir poser, dans des événements MAGA et cetera, porter la casquette et cetera. Bon bref. Et évidemment, ça a commencé à cartonner et Sam, puisque son prénom a été changé, donc cet étudiant en médecine indien, a commencé à générer des milliers de dollars avec cette fausse Emily Hart, sur Facebook et les réseaux de Meta. J'ai envie de dire classique. Et là, ce qui est drôle, c'est que aussi, alors attention pour mes droitards et mes droitards sûrs de ce chat, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais bon bref. Et aussi, il a un constat qui est très drôle et qui vient évidemment, illustrer de manière, tellement simple et tellement puissante, encore une fois, les mouvements, d'extrême droite. C'est qu'il dit: «Bah, en fait, ça a commencé à marcher, et comme ça a marché, je me suis dit: "Bah, en fait, je vais essayer de faire plus d'argent"». Et donc, il a créé le même type de AI girlfriend virtuelle pour les démocrates. Voilà, pour les progressistes, pour les voilà. Et ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout, du tout. «Salut Athènes exclama, tu vas voir, on va en parler tout de suite». Et ça n'a pas marché du tout. Il a dit: «En fait, c'est ouf parce que quand je l'ai créé, j'ai eu zéro traction et les deux trois commentaires que je voyais sous mes pages et mes photos un peu suggestives, c'était des commentaires de gens qui disent: "Bah, AI stop, dégage"». Et donc en fait, il disait: «J'ai pas réussi à avoir de la traction et de l'engagement avec les démocrates et les progressistes, donc j'ai abandonné tout de suite». Et donc je me suis reconcentré sur, ma cible MAGA et moi ça a cartonné. Je recevais de l'argent avec des mecs qui envoyaient des centaines de dollars et tout, c'était un délire, quoi. Donc évidemment, on rigole, beaucoup de questions se posent, évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience, on va dire, ce petit side hustle, de notre cher Sam, illustre quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, qui est pas que de l'ordre de la libido. Parce que ce qu'il dit, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui ont cru que cette personne était réelle.
Peut-être parce que les gens qui votent MAGA sont moins au courant de ce qui se passe, de ce qu'on peut faire. Peut-être qu'ils sont moins éduqués. Peut-être que, comme disait Donald Trump, il adore un électorat non éduqué, peut-être. Peut-être au hasard, voilà, peut-être au hasard que c'est des gens qui vivent dans des États où on essaie de faire reculer la science et l'éducation au maximum, parce que sinon, bah, ils vont voter démocrate ou ils vont voter AOC et même Dany, c'est con. Bref, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, évidemment. Ce qui est un peu terrible aussi, et c'est là où Wired reprend un peu des études sociologiques avec des choses assez classiques sur notamment les complotistes et les gens d'extrême droite, c'est qu'il y avait aussi une partie des gens qui suivaient et qui kiffaient le compte d'Emily Hart qui savaient qu'elle n'était pas réaliste. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient crédules, voilà, donc il y a des gens qui sont crédules là-dessus, et il y a des gens qui sont pas crédules, mais. Et en fait, les gens qui sont pas crédules, mais ils reprennent aussi quelque chose qui est assez terrible, encore une fois, qui fonctionne très bien, c'est que ils ne s'intéressent pas à la vérité, mais s'intéressent au côté séduisant de la proposition sur une vérité qu'ils aimeraient qu'elle existe. Voilà, en gros. J'ai un peu mal dit, mais en gros, dans l'article, ils expliquent que des gens étaient crédules, sachant que cette personne était fausse, mais ils aimaient l'idée qu'une femme moderne, jeune et un peu sexy soit aussi patriote et raciste globalement. Ils aimaient bien l'idée que cette personne existe, alors qu'on sait très bien que, bon, il y en a peut-être deux là-bas qui servent de caution et de token pour tout un mouvement, mais elle n'existe pas. Et en fait, ça revient aussi à une mécanique qui est terrible, qui est la mécanique, tous ces mécaniques un peu de post-vérité qui vous disent que des gens savent qu'évidemment, il n'y a pas de communauté haïtienne qui mange les chiens et les chats de Springfield, mais cette idée vient un peu les conforter dans l'idée que les étrangers, quand même, bah, ils sont chelous, ils font peur, ils sont pas comme nous, quoi. Voilà. Évidemment, les gens ont bien compris que le verre de l'islam, c'était pas le même verre que les écolos. Mais, bah, d'une certaine manière, ça fait une coïncidence qui me crée un biais de confirmation un peu confortable sur le fait que peut-être que, les gens de gauche veulent nous imposer, l'islam, en France parce qu'ils détestent les blancs finalement, qu'ils se détestent eux-mêmes. Et on revient encore une fois à ce qu'on appelle des nuages de points, ce qu'on appelle à des syllogismes, qui fait qu'en fait, des gens à la fin, ils ont plutôt besoin qu'on les conforte dans des idées ou dans des sensations et des émotions plutôt que de vraiment assister à la vérité pure et dure. Et c'est évidemment là où c'est une illustration qui est terriblement cruelle. Euh, c'est que on est face à un électorat qui se soucie plus trop de la vérité et qui veut juste être caressé dans le sens du poil, même s'ils savent qu'on leur ment, quoi. Et c'est ça qui est un peu, ça qui est un peu terrible. On est quand même face à un vice-président qui, dans un débat officiel, a accusé les journalistes de le fact-checker, quoi. Alors qu'il est en train de mentir en live et qu'on lui a dit, bah, en fait, non. Et il a dit, vous m'avez dit qu'il n'y aurait pas de fact-checking pendant cet événement. Donc vraiment, on est face à des gens qui littéralement disent à la télé nationale, ils sont en train de mentir, ils sont en train d'inventer des histoires parce qu'ils savent qu'une partie de leur électorat a envie d'avoir ces histoires pour que ça puisse nourrir un peu leur mythologie et leurs actions. Et c'est ça que je trouve absolument dingue là-dessus, c'est que je sais plus les gens dans le chat, dites-moi comment s'appelle l'autre influenceuse virtuelle qui n'existait pas, qui s'était fait passer pour une femme militaire pro MAGA. C'est aussi qu'encore une fois, les gens s'en foutent de soutenir une fausse personne, de savoir que c'est un mec indien qui est derrière une fausse femme blonde caucasienne qui t'envoie des photos de ses seins virtuels, ils s'en foutent. Ils envoient quand même de l'argent parce qu'en fait, à la fin, tu dis, oh, ça m'a fait plaisir parce que ça me fait penser à une Amérique que j'aimerais bien voir finalement. Wouh! Allez! Euh, voilà, ça fait plaisir ou pas les gens? Hein? J'ai lu aujourd'hui qu'une influenceuse OnlyFans a été invitée à prendre parole sur des connaissances marketing à Harvard. Bah, franchement, encore une fois, les travailleuses du sexe ont une connaissance extrêmement aiguë du business et du marketing de leur métier. Ça, je pense que là-dessus, je pense que ce sont des gens, les gens qui sont au sommet de la pyramide de OnlyFans, ce sont des gens qui sont, alors évidemment, je pense que ce sont des gens qui sont très très cyniques et très très pros, mais vous inquiétez pas qu'ils ont des leçons à donner à beaucoup de gens. Littéralement, le wishful thinking, il est Lady Landbird. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que nos amis les faf et les droitards sont des connards largués ou des connards qui, comme le disait le fameux proverbe, ne supportent pas la réalité, donc préfèrent la fiction raciste à la réalité? Peut-être, peut-être. Je vais faire des pompes, il faut que je me défoule. Je suis peut-être un peu énervé en fait là. Ils ont des agents, surtout des gold source. Bah oui, encore une fois, avoir des agents, c'est se comporter en vrai. Avoir des agents et des bots, c'est se comporter en vrai chef d'entreprise. Encore une fois,
Les gens qui pensent que les travailleuses du sexe sur OnlyFans sont juste des gens exhibos ou horny 24 heures sur 24. J'ai une nouvelle à vous raconter. Pourquoi ma caméra ne fonctionne pas? Ah, ma caméra fonctionne pas. Ah, si, ça y est, merci. Bref. Mogalpa qui dit salut l'âme, petit réconfort qui t'attend après le stream quand tu vas lire l'histoire du jardin de Madame Le Pen. J'en dis pas plus, pas de politique évidemment. Ouh, j'ai envie de savoir. Donc je refuse un scam, j'installe la cam et j'arrive. Quelqu'un peut me dire dans le chat le nom aussi de la fausse maga militaire qui était pareil. Tu vois son visage de ce genre de meuf blonde parfaite. Tout le monde dit bah IA de base quoi, vraiment ouais, IA et qui a je sais pas combien de dizaines de milliers de followers sur Instagram. Après, méta plot twist, peut-être que ces dizaines de milliers de followers sont eux-mêmes que des bots activés par des fermes de contenu en Inde qui sont alimentées par des mouvements MAGA. Mais bon, bref, on n'est plus à ça près, quoi. Au revoir, Jessica Foster. Au revoir, Emily Hart. Vous allez nous manquer dans le petit paradis des créatures de l'Internet et des nanophénomènes de société. Le temps de quelques milliers de dollars de dons. On passe à la crypto. Non, stop. On va faire un peu de gaming pour terminer. Ah mais non, 17h30, ça arrive trop vite. Attendez, je voulais vous parler de Saros. Il est déjà 17h30, c'est vrai que j'ai terminé tellement tôt. Ok, je vais parler du Steam Controller, des révolutions internes chez Xbox, d'un clavier, d'une souris chelou. Ok, on va en faire deux, trois. On va en faire deux, trois. On va rester sur... on va rester sur des news qui nous énervent pas. C'est pour ça que je vous ai préparé un beau PDF. Voilà, un beau PDF, une belle plainte de Gregory Hoffer et Prashant Charan. Pardon. Ces deux gamers, ces deux N-sex attaquent en procès Nintendo of America. Pourquoi? Parce qu'évidemment, même quand on ne veut pas en parler, on doit parler des conséquences de Donald Trump. Et oui. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Donald Trump avait imposé des taxes d'importation qui changeait à peu près 3 fois par toutes les 24 heures, selon les pays, selon ce qu'il avait vu sur Fox News, selon ses humeurs. Et Vlatipak avait 300% sur le fromage, mais que 100 sur les fromages pasteurisés, et 700% sur un tel pays parce qu'un comique l'avait insulté, et moins 20% sur la Chine parce que ça va mieux, plus 30% derrière, etc. Bon, bref. Donc, les fameux tarifs de Donald Trump, grand fil rouge de sa présence avec les Epstein Files, bien sûr, mais il s'avère que, comme beaucoup des décisions de Donald Trump, ce qu'ils appellent les fameux EO ou Executive Orders, eh bien, la plupart sont illégaux, puisque Donald Trump a pris des libertés, on va dire, avec le Congrès et la Chambre aux États-Unis pour faire des choses, comme notamment déclencher une guerre en Iran. Voilà. Bon, il s'avère que les taxes qui ont été imposées, qui ont changé un peu tous les jours, chaque jour, plusieurs fois par jour, ont eu un effet assez énorme sur... Pardon. J'ai chopé une poussière, je suis désolé. En gros, ces taxes ont eu un effet assez catastrophique, évidemment, sur l'économie américaine. C'est pas fini. Parce que comme je vous le disais, contrairement à la formule magique de Donald Trump, quand vous ajoutez 20% de taxes d'importation à un produit qui arrive au hasard de France, eh bien, le producteur français, il va rajouter 20% évidemment au prix qu'il va faire importer aux États-Unis. Le gros site va rapporter ses 20% au détaillant. Le détaillant va rapporter ses 20% au client final. Et le client final, the bee. Donc, un juge a évidemment reconnu que ces taxes étaient illégales. Bonjour Fahrenheit. Que ces taxes étaient illégales parce que la manière dont Donald Trump les avait déclarées et mises en application n'avait pas suivi le processus légal. Et donc, on s'est retrouvé avec l'équivalent de 166 milliards de dollars de taxes d'importation récoltées et payées et retransmises comme une petite patate chaude, qui sont éligibles au remboursement. Et donc, je vous en avais parlé il y a quelque temps, des centaines de milliers d'entreprises veulent récupérer ces taxes qu'elles ont payées
au gouvernement américain. On parle de 166 milliards de dollars. Donc Nintendo, USA, fait partie des entreprises qui ont augmenté leur prix à cause des taxes. Et donc je vous rappelle que des accessoires notamment, le contrôleur pro, la webcam, avaient augmenté de prix. La Switch 1 avait augmenté de prix pour encaisser tout ça, pour ne pas que le prix de la Switch 2 augmente. Donc, comme beaucoup d'entreprises, Nintendo of America attaque en procès le gouvernement américain pour récupérer ses taxes. Mais, bah, c'est quoi le problème? C'est qu'en gros, comme je vous le disais, cette taxe, comme tout le monde l'avait prévu, ce sont les consommateurs américains qui l'ont payé à la fin. Parce que tout le monde s'est refilé la patate chaude. Et à la fin, bah, tu retournes, il n'y a personne à côté de toi. Mais quand les entreprises qui ont refilé la patate chaude elles récupèrent les taxes, bah, elles sont censées du coup les redonner à qui elles les ont fait passer. Et c'est pas le cas de Nintendo of America, c'est le cas d'à peu près personne. Et donc Nintendo of America, comme dit Mosca, fait partie des entreprises qui sont blindées juridiquement pour pouvoir mener à bien cette demande de remboursement. Mais Nintendo of America n'a communiqué aucunement avec ses clients sur le fait que c'est les clients qui allaient récupérer 100% de ces taxes, puisque Nintendo a fait passer la pilule. Et donc, c'est un début d'action collective, de class action, comme on dit aux États-Unis, pour attaquer aussi de manière préemptive Nintendo of America, dans le cas où Nintendo of America ne communiquerait pas sur les actions qu'ils vont faire pour rembourser leurs clients de l'argent qu'ils ont dépensé en plus. Et Nintendo of America fait partie avec d'autres grosses boîtes euh, de ces boîtes qui sont actuellement critiquées en mode, en gros, vous allez toucher deux fois jackpot, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez fait payer plus cher les gens pour faire passer la patate chaude, et d'un autre côté, vous allez vous faire rembourser, vous allez garder l'argent pour vous. Alors, certaines autres marques, dont j'ai plus le nom, je crois qu'il y a Sears notamment, ont déjà communiqué en amont là-dessus en expliquant que c'est très dur de rembourser les gens parce que le fait que les produits viennent de plein de pays différents, que c'est de catégories différentes, que les taxes changeaient des fois au jour le jour, donc par rapport au moment où le produit est commandé, le moment où il arrive sur le sol et les douanes américaines, il y a même des produits qui restaient bloqués dans des entrepôts spéciaux qui sont des entrepôts comme des eaux internationales et que tant que le produit n'est pas sorti de l'entrepôt, il n'est pas taxé. Et donc des fois, des entreprises payaient là-dedans de la place dans ces entrepôts pour ne sortir leurs produits qu'au moment où la taxe baissait avant qu'elle remonte, des fois d'un jour sur l'autre littéralement. C'était notamment le cas avec évidemment la Chine et Taïwan. On avait vu sur le reportage fou de Gamers Nexus, on voyait des fabricants qui louaient à prix d'or des mètres cubes dans des entrepôts pour faire sortir leurs produits et les dédouaner au bon moment, à la bonne heure, le bon jour. C'était vraiment un délire. Donc c'est vrai que le remboursement lui-même, il est très compliqué. Combien avez-vous payé en plus? À quel moment c'était, enfin, combien c'était en plus par rapport à quel niveau de taxation à ce moment-là? Très, ça sera un casse-tête. Mais le fait qu'une entreprise comme Nintendo ne communique pas, enfin, qu'on sache que formellement elle va attaquer en procès le gouvernement américain pour récupérer des dizaines de millions de dollars, mais qu'elle ne fait rien derrière, évidemment, ça passe assez mal. Bon, j'ai envie de dire, vu comment les N-Sex se font globalement pigeonner par Nintendo assez régulièrement, hein, Nintendo fait des très bons jeux, mais c'est quand même pas les gens les plus cool de la Terre. Je ça ne m'étonne pas trop qu'ils tentent ce coup de Trafalgar. Pour l'instant, vous voyez, encore une fois, cette plainte, elle a fait le tour du web parce que, elle reflète un grognement grandissant chez les N-sex, ricains. Mais pour l'instant, évidemment, elle n'a été portée que par 2 joueurs Nintendo là-dessus et ils invitent évidemment toute personne voulant se joindre à la plainte à les rejoindre. Bref, un délire. Dis pas ça, Ken va débarquer chez toi. Non, Ken, il sait. Ken, il sait qu'il se fait éponger, mais il s'en fout. Ken, enfin, je veux dire, Nintendo, Pokémon, tout ça, Ken il vit une relation abusive et il le sait, quoi. Voilà, il le sait. Ils n'ont jamais porté plainte pour l'utilisation de Pokémon dans les trailers Ice, dit PB Jackson. La Pokémon Company a officiellement râlé, mais ils n'ont jamais attaqué en procès le gouvernement américain. Ils savent très bien, encore une fois, que c'est très mauvais pour leur business. Bonjour, je suis un corbeau. Hop, on verra si Nintendo rend l'argent ou si Nintendo discrètement récupère l'argent, se fait rembourser l'argent que leurs clients ont avancé d'une certaine manière, quoi. Je pense qu'ils en seraient extrêmement capables. Merci beaucoup Xobar pour le 7e mois d'abonnement. Let's go. Hop. Je suis quand même en train de vous rattraper. Quel délire. Quel bordel on vit là.
Donc voilà, pour les gens qui disaient: «Ouais, ce qui se passe aux États-Unis, ça ne touchera pas trop», rendez-vous ce soir devant la pompe à essence. Ils ont pas en plus, envie de s'attirer les foudres de l'administration Trump sur les visas de leurs employés chez Nintendo America. Non, mais en général, n'importe quelle boîte aujourd'hui sait que, le président des États-Unis est un roi fou et que de toute façon, pour leur business, il faut juste fermer ta gueule et passer à travers les gouttes et obtenir les faveurs, hein. Quitte à baisser ton froc, on le sait que enfin, encore une fois, je voulais pas trop vous montrer le message de Donald Trump, mais littéralement, il a rendu hommage à Tim Cook en lui expliquant qu'un jour, il était venu lui lécher le cul, heu, littéralement donc on en est à peu près à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, Donald Trump, c'est Geoffrey Baratheon, quoi. C'est Geoffrey Lannister. C'est un roi fou, quoi. Comme Nintendo n'a pas augmenté ses prix aux US avec les tarifs, ils ont encaissé eux-mêmes la taxe par les consommateurs des capitaines. Non, pas du tout. Non, non. Nintendo a augmenté des prix de certains de leurs produits aux États-Unis. Donc, et d'ailleurs aussi, beaucoup de gens soupçonnent que le prix de la Switch 2 aux États-Unis ait été plus ou moins aussi peut-être amorti par d'autres pays, en vrai. Donc, non, capitaine, il y a des accessoires et du matos qui ont augmenté aux États-Unis en 2025, notamment. Et encore une fois, enfin, capitaine, c'est source littéralement Nintendo of America, parce que Nintendo of America, euh, officiellement, a attaqué le gouvernement américain, comme beaucoup d'autres entreprises, pour récupérer ce qu'ils considèrent comme des taxes illégales qu'ils ont payées. Donc, non. Voilà, bref. Ensuite, il y a beaucoup de choses à vous dire. Petit point très rapide, petit point très très rapide. 2 jeux gratuits, mais 2 Metroidvania, donc il fallait que je vous en parle. Hop, vite. Doomblade, voilà, qui apparemment est pas mal. Ça, c'est gratuit sur l'Epic Game Store, je vous le mets ici. Je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est un jeu qui est très sympa. Bref. Deuxième point très rapide, Nocturnal, pouf, parce qu'il y a Nocturnal 2 qui sort. Nocturnal, lui, est gratuit sur Steam. Voilà, c'est tout. Je vous les mets rapidement, mais si vous voulez vous faire eh bien, des petits Metroidvania platformers. Il y en a un gratuit sur Steam et un gratuit sur l'Epic Game Store. Voilà. Ensuite, je vais faire mes petites pages parce que j'ai assez peu de temps. Il est 17h42, il est super tard en vrai. On parlera d'Xbox lundi, parce que Xbox c'est un long sujet, donc on en parlera peut-être lundi. Je vais juste revenir sur la grosse annonce de la semaine que personne n'avait vue. Évidemment, on s'attendait pas du tout à ce qu'un jour, Ubisoft relance Assassin's Creed Black Flag. Voilà. Bon, évidemment, c'était des blagues. Même Ubisoft eux-mêmes en rigolaient ensemble. Ça a fuité dans tous les sens. Mais on a enfin eu l'annonce hier, si je ne m'abuse. Voilà. Une annonce longue qui fait à peu près 30 minutes d'annonce et qui vous montre eh bien, le remake, parce que c'est pas qu'un remaster, c'est le remake d'Assassin's Creed qui, alors moi je suis pas un spécialiste d'Assassin's Creed, mais on avait fait une émission spéciale Assassin's Creed du temps de la JVTV et j'avais été étonné de voir que souvent Black Flag arrivait vraiment dans le top 3 des meilleurs Assassin's Creed. Beaucoup de gens avaient beaucoup aimé cet épisode d'Assassin's Creed qui se passe dans les Caraïbes avec notamment toute la partie évidemment bateau de pirates et évidemment la boucle est bouclée puisque c'est Ubisoft Singapour qui s'occupe de ce resynced, donc ce remake de Assassin's Creed Black Flag. Mais on vous rappelle que à la base on avait voulu détacher la partie piraterie et navire pour en faire un jeu qui était devenu compliqué, voilà, mais les aides promises par l'État de Singapour avaient obligé Ubisoft à sortir Skull and Bones, qui a lui-même fait un four, voilà. Et c'est marrant parce que Ubisoft Singapour, qui a fait le spin-off standalone d'Assassin's Creed Black Flag, et ben c'est eux aujourd'hui qui bossent sur Assassin's Creed Black Flag Resynced, avec notamment aussi les améliorations du côté piraterie. Et ils sont peut-être inspirés de Skull and Bones, qui lui-même est inspiré de. Vous m'avez compris. On a compris. Hein, on a compris. Ce qui est intéressant ici, c'est que le boulot qui a été fourni par Ubisoft Singapour a l'air d'être plutôt chouette. Donc, j'ai un peu regardé ce qui s'est passé sur ces 30 minutes de présentation. Il y a un trailer plus court qui fait 8 minutes, si vous voulez le retrouver, c'est celui que je vous les ai mis en lien. Voilà, mais en gros, il y a une présentation qui est plus longue, qui est là, qui fait un peu 30 minutes, qui est beaucoup plus détaillée. Je vous la mets ici. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on passe d'un moteur qui datait de la PlayStation 3, globalement, parce que je crois que le jeu est sorti en 2013-2014, donc c'est un jeu qui était, voilà, a évidemment le moteur du tout dernier Assassin's Creed Shadow. Donc là-dessus, on a un bond en avant qui est absolument gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi y avoir des modifications d'un point de vue jouabilité.
Donc la gestion de l'accroupissement, des bisous à Ken Bogard évidemment qui n'est désormais plus automatique. Le fait que vous avez des nouveaux rôles secondaires dans l'équipage qui vont arriver, voilà. Les pistes de jouabilité qui vont s'approcher plutôt d'Assassin's Creed Mirage, donc ce ne sera pas un RPG comme les Assassin's Creed, genre, heu, Grèce, Japon et Égypte et cetera. Donc il y a pas mal de choses qui ont été refaites là-dessus. Les missions, notamment d'infiltration, ont été patchées, un peu rechangées, elles sont moins punitives. Bref, il y a plein de nouvelles assez intéressantes sur, le fameux genre, on a gardé évidemment l'esprit et l'essentiel du jeu que vous avez aimé, mais on l'a remaster ou resynced parce que voilà. Je crois aussi qu'il y a toute la partie un peu méta, qui montre les locaux d'Ubisoft, Montréal en mode, Asbestos là, je sais plus comment s'appelle cette entreprise du futur, ont été un peu retirés. Mais voilà. Le menu s'annonce quand même vraiment, très chouette, hein. Franchement, encore une fois, Assassin's Creed, on peut aimer ou ne pas aimer, mais je pense que d'un point de vue dépaysement, immersion, c'est toujours, parmi les références, je pense, mondiales du jeu vidéo. Là, j'avoue que le setup est vraiment assez enchanteur. Je trouve qu'il change un peu du reste. Et effectivement, tout le côté oh, ouais, oh, cette esquive latérale. Tout le côté bateau qui avait évidemment enchanté les joueurs, qui était un peu la cerise sur le gâteau. Les gens s'attendaient pas à autant aimer toute la partie bateau, avait évidemment cartonné, hein. Donc là, la retrouver, est-ce que d'une certaine manière, on a un peu le Skull and Bones qu'on voulait? C'est peut-être ça. Je crois aussi que les mouvements, comme on peut voir ici, les mouvements du jeu ont changé, ont été modernisés par rapport à Black Flag original. Ça ressemble plus à des mouvements, bah, un peu comme, Mirage, encore une fois. Donc, ce sera plutôt bon à voir. Abstergo, voilà, j'arrive jamais à le prononcer le nom. Merci que c'est mis dans le chat. On oublie que la touche d'accomplissement n'est pas arrivée avant Unity. Ouais, Talon du cul, c'est intéressant parce que pour un jeu d'infiltration, c'était étrange de se dire que le jeu ne te laissait t'accroupir que dans certains endroits et automatiquement. Donc vraiment, c'était genre les hautes herbes, c'est le truc où tu t'accroupis, sinon, non. C'est très, très étonnant, effectivement, on en reviendra à l'oublier parce que dans nos têtes, en fait, évidemment, Assassin's Creed, c'est, accroupi sur le sol, accroupi sur les toits, accroupi contre les murs, et cetera, quoi. Beniafer qui dit: «Grosse déception de ne pas avoir intégré le DLC». Alors je savais pas qu'il y a pas de DLC avec. Quel gâchis d'avoir passé autant de temps et d'argent sur Skull and Bones et Archcaria. En fait, l'idée de Skull and Bones n'était pas mauvaise, au sens où ils avaient vu que les retours, de la communauté Assassin's Creed étaient dithyrambiques sur, Black Flag et notamment grâce à sa partie, bateau de pirates et gestion de bateaux de pirates. Et puis encore une fois, je vous rappelle aussi que Ubisoft qui est jamais le dernier pour flairer les bons plans, d'aide, gouvernementale, hein. Encore une fois, des bisous à Montréal. Mais Ubisoft, je vous rappelle, avait aussi lancé, Skull and Bones pour, obtenir des crédits, de financement du gouvernement de Singapour, qui voulait mettre un peu en avant et qui devenir un peu une plateforme, un hub des développeurs de jeux vidéo. Et donc Ubisoft, en fait, c'est aussi pour ça qu'en fait le jeu qui était dans un development hell comme on dit, n'était jamais, formellement annulé parce qu'en fait, Ubisoft devait sortir ce jeu, heu, sur des obligations littéralement légales. Voilà, donc c'était aussi un peu ça. Ils s'étaient foutu une épine dans le pied en disant: «On va faire un bon plan, on va faire un spin-off d'un truc qui était assez populaire, financé par, en plus, en grande partie financé par le gouvernement singapourien». Ça s'est révélé être un bourbier, quoi. Voilà, bisous du Québec, d'Ulysse. Bah, des bisous. J'espère qu'un jour, on fera un Game of Thrones au Québec. On y croit très fort. Pour le reste, franchement, de ce que j'ai vu, bah, le jeu donne envie, quoi. Il est beau comme Assassin's Creed moderne, le setup est, j'ai envie de dire, un peu rafraîchissant par rapport, à l'Europe et au Moyen-Orient en grande partie. Voilà, la partie bateau, évidemment, elle est assez unique par rapport à beaucoup d'Assassin's Creed, je pense que c'est un jeu qui va bien fonctionner à moins d'une catastrophe là-dessus. Mais bon, j'ai envie de dire encore une fois, Ubisoft Singapour ne part pas de zéro. Il part d'un jeu, d'un scénario, de personnages qui ont été un peu testés, éprouvés et approuvés. Bon, voilà, il part d'un moteur qui est un moteur de jeu qui est superbe, qui est celui d'Assassin's Creed Shadow. Ah, j'ai envie de dire, sur le papier, c'est difficile de se casser la gueule, quoi. Il faudrait vraiment que l'optimisation soit horrible ou qu'il y ait un truc qui cloche, par rapport au fait que ça va être un Assassin's Creed, ça va être du sur, voilà, quoi. Easy win, j'ai envie de dire. Easy win. Et enfin, je sais qu'on aurait dû parler de beaucoup d'autres choses, mais le temps passe extrêmement, extrêmement vite, on en parlera plus. Je voulais terminer sur évidemment la sortie de la semaine. Alors, Vampire Crawlers, on y a joué hier. J'ai pas mis les replays sur YouTube et Patreon parce que je mets pas trop mes replays de séances de jeu. Je pense qu'elles sont pas très intéressantes à regarder en replay. Mais pour les subs, vous pouvez retrouver ma séance de jeu. Je vous rappelle qu'hier, on devait jouer à Slay the Spire 2 en duo avec Marmotte, mais malheureusement, il a dû
arrêté pour des raisons majeures. Il va bien. Et donc, j'ai acheté Vampire Crawlers et j'ai joué hier. C'est du très sale. C'est très très bon. Voilà. Donc, Vampire Crawlers, ça coûte 9 balles. C'est un mélange de deck builder et de Vampire Survivor. Ça se comprend en 2 secondes. C'est très défoulant visuellement. Vous en avez pour des centaines d'heures. Très bien. Allez-y. Vraiment classique. Est-ce qu'il y a une date de sortie? Oui, c'est le 9 juillet pour Assassin's Creed Black Flag Racing. 9 juillet. Mais l'autre grosse sortie, évidemment, qui est peut-être le jeu qui me donne envie d'avoir une PlayStation, c'est évidemment la suite de la meilleure exclue, enfin du meilleur jeu original PlayStation, parce qu'on rappelle que Returnal est un jeu inédit un peu sur PlayStation. Returnal, qui je vous rappelle, est un roguelite, jeu d'action en troisième personne, bullet hell, science-fiction, absolument incroyable, très, très, très difficile, assez cruel quand même. Moi, je l'ai adoré. J'ai attendu qu'il sorte sur PC pour le doser, le retourner sur PC. Je me suis vraiment régalé, même si c'est un des jeux qui utilisait le mieux, j'ai envie de dire, en plus, la manette DualSense. Et donc, le studio suédois de Housemarque, qui vraiment adore faire des jeux bullet hell avec des tirs dans tous les sens, évidemment, a annoncé ensuite Saros, qui est pas la suite directe, mais la suite spirituelle de Returnal. On n'a pas la même héroïne, évidemment. La jouabilité a un peu changé, mais évidemment, il y a beaucoup de ponts et de points communs avec Returnal. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'action vu à la troisième personne, roguelite, où vous allez affronter des vagues d'ennemis, des boss, etc. Vraiment très retors et c'est très très intense en termes de tir, en termes d'esquive, en termes d'utilisation des skills au bon moment, en termes de build par rapport évidemment à ce que vous allez dropper. Et le jeu, eh bien, prend une note de ouf, puisque il prend, je crois, 90 sur Metacritic, 91 sur OpenCritic. C'est vraiment parmi les plus hauts, clairement, de l'année. Donc ça le met vraiment, vraiment tout en haut avec tout le monde. Les crédits que j'ai pu lire sont dithyrambiques sur Saros. Et en gros, le seul point de contention entre les gens qui ont aimé Saros et les gens qui l'ont un peu moins aimé, c'est que les gens qui ont adoré Saros, en gros, expliquent que le jeu est plus accessible et plus progressif, on va dire, que Returnal, qui était vraiment. Returnal, qui est vraiment qui est un jeu qui est très difficile et très peu permissif, quoi, globalement. Là où, en fait, Saros est plus accessible et plus dosé. Et des gens trouvent qu'il est trop dosé et que des gens pensent que, justement, la difficulté de Returnal, c'est un peu comme la difficulté de Dark Souls, c'est ce qui fait le rythme du jeu et que Saros perd un peu en rythme par rapport à Returnal, parce qu'il est moins chargé, plus doux, plus accompagnant, plus évolutif, et cetera. Bref, quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est top. Le scénario, les persos sont top et encore mieux que Returnal, encore mieux écrit, c'est mieux, le scénario est mieux, il se déroule encore mieux, de manière mieux faite quoi, apparemment que Returnal. Les sensations de tir sont folles, les graphismes et la réalisation sont folles, les biomes sont géniaux. Bref, le jeu est vraiment un super hit, même si encore une fois, je pense que comme pour Returnal, c'est un jeu qui sera beaucoup moins joué évidemment qu'un Last of Us ou qu'un Spider-Man, qu'un God of War. Mais je me suis toujours dit que moi, que la vraie pépite de la PlayStation 5, c'était Returnal. Donc, on on garde aussi à l'esprit, et c'est important, qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que, Sony va annuler et arrêter de sortir ses jeux solo exclusifs sur PC, que même Xbox est en train de repenser sa politique d'exclusivité sur d'autres plateformes. Mais là où Returnal était sorti, eh bien, à peu près, 1 an et demi après, sur PC, et où Sony est en train d'accélérer la sortie de ses jeux PlayStation 5 sur PC. On vous rappelle que entre chiffre d'affaires généré un peu décevant pour Sony et peur de la Xbox, Projet LX et de la Steam Machine, Sony ferait marche arrière encore une fois sur sa stratégie, de sortir ses jeux sur PC. Et évidemment, Saros, du coup, dans ma tête, pourrait être une des premières victimes et un jeu qui ne sortirait jamais sur PC, ce qui me rendrait vraiment très triste parce que j'ai pas envie d'acheter une PlayStation 5, même pour ce jeu, voilà. S'il sort pas, encore une fois, je mettrai pas 500 balles dans un jeu, quoi. Donc, j'emprunterai la PlayStation de quelqu'un pour y jouer. Mais j'ai un peu peur. Encore une fois, Sony n'a rien confirmé ou infirmé, hein, sur sa nouvelle politique de jeux sur PC. Mais j'espère peut-être que ce jeu est déjà trop avancé et préparé dans sa version PC pour ne pas sortir sur PC, et que peut-être que tous les jeux à venir, donc peut-être notamment Intergalactics, The Machin Prophet, etc., seront les premiers jeux qui ne sortiront pas sur PC, mais qu'on aura quand même Saros. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Très très fort. J'espère qu'on va repartir dans les exclus des talons du cul.
Vraiment, je trouve que les exclus, c'est un modèle qui est bien, bien, bien toxique. Ouais, enfin, je parle d'exclus dans le jeu vidéo parce qu'il y a exclus, exclus, mais les exclus dans le jeu vidéo, c'est vraiment un modèle que je trouve extrêmement toxique. Donc je suis globalement contre. Après, il y a pas de masse d'exclus sur PS5. Ben, si les Naughty Dog et les Santa Monica et les, Insomniac et les Housemarque, et cetera deviennent des purs exclus, on va réavoir des exclus, hein. Ça va être, sur PS5. Encore une fois, voilà, je pense qu'effectivement la PS5 est une console qui est pas spécialement intéressante par rapport à la 4, mais, il y a comme des jeux qui évidemment sont il y a évidemment des jeux qui sont des très bons jeux et que ça me fait plaisir de les voir sur PC, quoi. J'espère qu'on va partir dans les exclus classiques. Exclus temporaires, encore ça passe, mais exclus total. De toute façon, les jeux Sony étaient des exclus temporaires, parce que généralement, ils mettaient entre 1 an et 2 ans à sortir sur PC, donc c'était l'équivalent d'un exclu temporaire. Encore une fois, je m'en fous de l'exclu temporaire, parce que j'ai tellement de jeux à faire sur mon PC que savoir que Saros, une fois la hype passée, bah, je pourrais plus jouer l'année prochaine, ça me dérange pas de jouer à Saros l'année prochaine, quoi, je m'en relèverai pas la nuit. Si après il sort jamais sur PC, c'est vraiment regrettable. Warman qui demande c'est ce qui est pris pour la suite. Encore une fois, je vous rappelle que tout, tout ce qui a été dit sur la politique d'exclusivité de Sony à venir, ce ne sont que des bruits de couloir et rien n'a été confirmé aujourd'hui. Mais ce sont des rumeurs solides. Mais c'est à l'état de rumeurs. Je pense que Sony, comme je vous l'avais dit, on en avait parlé lors du premier jour de Play. Je pense que Sony, comme Microsoft, comme Nintendo, ont fait leur expérimentation du polyamour à partir du milieu des années 2010, donc entre 2014 et 2016, ils ont tous, les trois constructeurs, commencé à publier leurs jeux autre part, voilà. Que ce soit, le début des premières exclus comme Helldivers 1 sur PC, ou le fait que, Microsoft commençait à penser le Game Pass, à penser, à avoir ses jeux un peu partout et Minecraft d'ailleurs lui-même n'était pas un exclu. Le fait que Nintendo ait été louché du côté du mobile avec Mario, avec Fire Emblem, avec Animal Crossing et cetera. Ils en sont enfin Nintendo en est revenu. Microsoft sera en train d'en revenir, on en reparlera plus en détail lundi parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces en interne chez Xbox et Sony. La rumeur, c'est qu'ils en reviendraient aussi. Donc voilà. Shuei Yoshida avait dit qu'il n'avait pas entendu cette info à suivre. Ouais, c'est pour ça, encore une fois, il faut attendre de voir si il y a une prise de parole et une prise de décision ferme. Et encore une fois, c'est con parce que là, il est 18 h, donc j'ai pas le temps de développer parce que je voudrais développer. Mais même en interne, là, dans le mémo interne, avec la réunion qu'il y a eu là, je vous tease un peu ce qu'on discutera lundi. Mais dans la réunion interne qu'il y a eu avec Asha Sharma et Matt Booty dans les locaux avec tous les employés de Xbox, c'est qu'ils vont eux-mêmes réévaluer leur politique de titres exclusifs. Sous-entendu, il serait possible que, en fait, finalement, un Forza Horizon ne sorte plus sur d'autres machines ou beaucoup plus tard, par exemple. Donc voilà. Il y a un gros truc qui est en train de se passer actuellement dans le monde des consoles. Ça se questionne sur le business model, ça se questionne sur l'avenir, ça se questionne sur la montée en puissance du PC. Mais est-ce que le PC en tant que plateforme qui monte en puissance, c'est vraiment rentable pour eux? Parce que bah, quand tu arrives sur PC, tu as aussi beaucoup d'autres concurrences. Et donc voilà, à voir. À voir. Bref, c'est le retour de la monogamie des consoles. Je n'y peux rien, je n'y peux rien. Voilà. On leur a dit qu'on était un stream ici woke progressiste, mais ils reviennent dans une relation exclusive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on reparlera plus en détail, évidemment, de tout ce qui s'est passé en interne chez Xbox. J'avais aussi des news autour du Pokémon Championship où il y a eu du drama sur le championnat régional de Pokémon Go. Camoulox. Le retour de Echo, le dauphin. Intel qui se plaint aussi, voilà. Plein de petites news. J'avais aussi quelques petites news hardware, mais je voulais vous les garder pour lundi. On en parlera plus en détail, voilà. Encore une fois, désolé d'avoir pris le stream très tard aujourd'hui, de le prendre très tard en ce moment. Comme je vous le dis, j'ai pas mal de choses à gérer le matin, et notamment des rendez-vous et des visites. Donc ça me décale beaucoup ma revue de presse. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas pu commencer ma revue de presse, avant 11h45. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on a pris tard. J'espère revenir à des horaires normaux. Voilà, j'espère peut-être avoir aussi des bureaux dans les prochains jours. C'est pas encore sûr à 100%. Mais voilà, on va y arriver.